Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir pour ce dernier épisode de la saison 2 des ateliers de la transformation. Alors, avant de démarrer, juste les précisions logistiques et techniques d'usage. On a des personnes ici en présentiel et des personnes à distance. Vous avez la possibilité de poser des questions à tout moment, donc en ligne sur l'application qui est dédiée. J'essaierai de les prendre au fur et à mesure. Sur place, vous pouvez aussi poser vos questions. Levez la main, on vous fera passer un micro pour que les personnes en ligne puissent écouter votre question aussi. Il y aura bien un replay et le support de la présentation sera également envoyé à tous les participants. Donc là, je pense que je déblaye déjà les premières questions qui sont posées. Donc, on est très heureux de vous accueillir. C'est ce que je disais. On a fait plusieurs ateliers qui étaient consacrés à la facturation électronique et aux missions qui découlent directement de la facturation électronique. Aujourd'hui, on est sur un sujet un petit peu démarrer tout de suite. Et j'ai les slides qui ne... Ça arrive tout de suite, voilà. Oui. Alors, attendez, juste un petit problème technique. Les slides vont dérouler. Là, c'est bon. OK, merci. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, le sommaire, on va voir le contexte de ces offres de services, puisqu'il est bien question d'offres de services, on va le voir, et pas seulement de conformité pure. Les caractéristiques de l'offre et de la mission et la mise en place pratique. Parce que comme dans chacun des ateliers qu'on a eu précédemment, l'objectif est à la fois de donner du contexte, mais surtout de vous donner les clés pratiques pour que vous puissiez, après cet atelier, mettre en place cette mission, si vous le souhaitez, au sein de votre cabinet. Écoute Stéphane, si tu veux, je te laisse la parole sur les premières slides. Oui, merci Julien. Donc, bonjour à tous. Donc, en effet, on va parler aujourd'hui d'examen de conformité fiscale. Donc, c'est vrai que ça change un petit peu de la facture électronique parce que c'est vrai que le sujet de la facture électronique nous a animé toute cette année sur la transformation. Et là, on va être sur le sujet de l'examen de conformité fiscale. Mais vous allez voir que, comme le disait Julien, on a un angle un peu particulier d'attaque sur le sujet de l'examen de conformité parce que c'est vrai que l'examen de conformité fiscale, c'est un sujet qui peut être parfois polémique au sein de la profession, puisqu'il y a des confrères qui le pratiquent, il y a des confrères qui ne souhaitent pas le pratiquer, et on aura, je pense, l'occasion d'en reparler dans les questions par rapport à la posture que les uns et les autres peuvent avoir. Et pourtant, on va voir que selon moi et selon nous, nos équipes, en fait, l'idée, c'est vraiment de dire qu'il y a un sujet majeur à traiter à travers cette notion d'examen de conformité fiscale et que d'une certaine manière, tous les cabinets doivent évidemment s'y intéresser. Alors, comme tu l'as dit, l'idée, c'est évidemment d'être sur un contexte d'offre de service. Alors, moi, je reprends trois grandes briques qui sont les trois grandes briques, à mon avis, qu'il faut qu'on intègre tous aujourd'hui dans notre réflexion sur l'évolution du rôle et des missions d'expert comptable dans un monde qui va évoluer et qui va, du coup, changer la nature de nos missions. Alors, ces trois briques importantes pour moi, parmi d'autres, hein, mais trois qui sont en relation directe avec le sujet du jour qui est l'examen de conformité, c'est une première brique autour d'un monde qui est de plus en plus risqué. Risqué parce que dans les années qui viennent, on voit bien il y a de plus en plus d'imprévisibilité sur plein de sujets. De l'imprévisibilité qui peut être liée à la situation économique, macroéconomique. Fort est celui qui aujourd'hui est capable de donner des grosses tendances en matière de macroéconomie. Un monde de plus en plus risqué également en termes donc de choix, d'options à prendre. Et pour les entreprises, ça, je crois que c'est quelque chose qui est là aussi important parce que par rapport aux choix que peuvent avoir à faire nos clients, il y a des options, il y a parfois des prises de décision qui doivent être éclairées et qui ne sont pas toujours évidentes à prendre en termes simples. Et puis, un monde de plus en plus risqué parce que, d'une certaine manière, et c'est le premier lien qu'on peut faire entre nos sujets de transformation numérique et d'ECF, les outils que l'on va utiliser demain, les outils que vont utiliser les administrations demain sont des outils qui vont être de plus en plus performants, notamment en lien avec l'intelligence artificielle, avec un certain nombre de briques de data. Et donc, finalement, il deviendra, et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure aussi, il deviendra de plus en plus risqué de faire des choix en se disant je ne vais pas être vu, je ne vais pas être pris, quoi.
C'est la logique en fait que je voudrais instituer dans cette logique de monde risqué. C'est que parfois la prise de décision du risque aujourd'hui repose sur le fait de se dire je suis noyé dans la masse. Or, il ne faut pas oublier que tous les outils qui se mettent en place aujourd'hui, que ce soit des outils donc numériques ou des outils même, je dirais, fiscaux, sont des outils qui visent quand même finalement à analyser massivement de la donnée pour détecter des signaux faibles. Et donc, du coup, bah, le monde sera évidemment plus risqué pour les conseils qui prennent des options un peu agressives, on va dire. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais introduire dans la réflexion. Le deuxième élément, c'est que face à un monde de plus en plus risqué, il y a une demande qui va être de plus en plus forte pour toutes les entreprises et tous les marchés, nous, qu'on suit sur l'évolution du marché de la profession comptable en France et à l'étranger, puisque nous, on suit aussi beaucoup ce qui se passe à l'international. Ce sont des marchés sur lesquels, en fait, monte la gestion de la conformité. C'est-à-dire que face à un risque, on a deux attitudes possibles, ou trois attitudes possibles, plus exactement. Une attitude qui consiste à vouloir éventuellement assurer ce risque, et donc en gros se servir de quelqu'un qui porte en fait d'une certaine manière le risque. C'est le rôle des assureurs, mais c'est le rôle aussi pour des professions quand elles donnent une opinion, bah, finalement de porter d'une certaine manière une partie du risque en s'engageant et en donnant une opinion. Et donc bah, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier sur lequel repose généralement une politique de gestion de risque, c'est du coup de mettre en place des contrôles, des barrières, des éléments qui vont permettre de s'assurer que la conformité est respectée. C'est tout le monde des process, c'est tout le monde de la mise en place des procédures, des processus. Et ça, dans les années qui viennent, on va avoir de plus en plus besoin de process et de processus. Rappelle-toi, Julien, je crois que je l'avais dit quand on avait fait un des ateliers sur la facture électronique. Pour moi, le changement majeur de la facture électronique, c'est un changement de processus dans nos cabinets. C'est-à-dire que les process vont devoir être encore plus respectés, puisque du coup, on a une automatisation qui se met en place et on ne peut faire de l'automatisation que si on a des process et des processus qui sont bien mis en place. Donc, la gestion de la conformité devient évidemment de plus en plus importante. Et puis enfin, il y a une troisième brique du coup qui est directement rattachée à cette question de l'ECF, c'est que l'administration fiscale, en France, mais dans tous les pays du monde, hein, là aussi, quand on regarde les travaux de l'OCDE sur la fiscalité, on voit que c'est un mouvement mondial, veut bâtir une nouvelle relation. Et cette nouvelle relation, elle est basée, entre guillemets, sur un curseur qui est transparence et confiance. C'est-à-dire, en gros, vous devez d'un côté faire la transparence sur vos opérations et de l'autre côté, j'essaye d'instituer un certain degré de confiance avec vous. Et donc, c'est ces trois éléments-là qui font qu'il y a un contexte d'offre de services nouveau pour l'expert comptable dans cette famille, on va dire, des services qui sont à destination du déclaratif, à destination finalement des administrations. Et je pense qu'il faut vraiment bien prendre en considération ces trois éléments-là. Alors, oui, tu disais, l'époque du pas vu, pas pris et de je me noie dans la masse n'existe plus. Et justement, c'est la slide d'après. Pourquoi? Tu parlais d'outils? Alors oui, parce que en fait, il y a quelques jours, on a fait un article, nous, dans la revue, dans le numéro de mai, je crois, sur l'intelligence artificielle, où on l'a intitulé «Voyage dans les algorithmes fiscaux», parce que, vous le savez tous, il y a de l'intelligence artificielle qui se développe actuellement à grande vitesse, hein, on en parle beaucoup. Je crois qu'on redira un mot à la fin de cette intervention sur les UE qui seront aussi avec cette thématique-là, enfin une partie de cette thématique-là. C'est vrai que ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que dans son coin, tranquillement, mais aussi en toute transparence, hein, si vous faites de la recherche sur je dirais, la documentation ouverte et sur les brevets ou tout ce qui est déposé en ce moment, vous verrez que les administrations fiscales avancent très rapidement sur des projets d'algorithmes fiscaux et donc sur des outils d'intelligence artificielle à destination de la vérification des contribuables. Vous avez là sous les yeux quelques projets qui sont en fait les projets qui sont menés par la DGFiP, hein, en tout cas dans la partie publique. Il y en a un qui fait parler de lui depuis hier, par exemple, c'est Foncier Innovant. Parce que Foncier Innovant, vous savez, c'est l'algorithme fiscal qui permet, par exemple, une des parties de cet algorithme fiscal, de repérer les gens qui ont des piscines par rapport à ceux qui n'en ont pas. Je ne sais pas si vous avez vu hier, mais par exemple, il y a eu un article dans Le Parisien qui expliquait que le projet Foncier Innovant avait coûté 24 millions d'euros à l'État, c'est-à-dire mettre en place la reconnaissance d'images de piscines à partir d'images satellites qui sont prises en place, mais avait rapporté 40 millions d'euros aussitôt la première année à l'État français, et qu'on avait dépassé de 40% les objectifs de repérage de piscines
qui avait été détecté avec le projet foncier innovant par rapport à ce qui a été prévu au départ. C'est-à-dire que même ces créateurs ont eu une application en fait, qui a permis donc de découvrir encore plus de piscines non déclarées que ce qui était prévu. Je crois que c'est de l'ordre de 120 000 ou 140 000 piscines qui ont été déclarées en plus à partir de cette application. Donc, foncier innovant, c'est toute la partie où, grâce à des images, grâce à des bases de données, grâce à de la data, on va détecter en fait les déclarations qui n'ont pas été faites. Et donc, c'est un algorithme qui fonctionne bien. Et avec la nouvelle déclaration de biens immobiliers qu'on doit faire d'ici le 30 juin, c'est vrai qu'on pense qu'on va évidemment nourrir encore plus l'algorithme. Vous avez un deuxième outil, c'est l'outil qui a été développé pendant la crise du Covid, Fonds de solidarité Covid, qui sert notamment maintenant à tracer ceux qui ont touché des aides, ceux qui en fait ont eu des aides indues, etc. Et là aussi, une application de l'intelligence artificielle appliquée aux algorithmes de fiction. Vous en avez deux autres qui, moi, me paraissent très importants. Il y en a notamment un qui va être majeur dans la réflexion sur l'examen de conformité fiscale. Il y a Galaxy. Alors, Galaxy, c'est ce qu'on appelle, je dirais, alors là aussi j'aime bien parce que je prends souvent le terme, c'est Galaxy en expansion, puisqu'au départ, Galaxy, c'est l'idée de recouper un individu avec toutes les sociétés dans lesquelles l'individu a un intérêt, donc notamment par rapport à la déclaration de bénéficiaires effectifs, et par rapport à ça, de pouvoir consulter en ce qu'on appelle data visualisation et data mining, toutes les parts qu'aurait par exemple Stéphane Reynaud dans des sociétés, avec donc du coup toutes les sociétés où je suis bénéficiaire effectif, et du coup un accès direct à toutes les liasses, et du coup un accès direct à toutes les informations en lien, et de pouvoir détecter éventuellement des incohérences dans mes déclarations, qu'elles soient fiscales ou qu'elles soient éventuellement sociales, quand je fais des liens avec évidemment l'administration sociale. Donc Galaxy, je dis c'est un truc énorme. Je prends souvent l'exemple donc en effet de Galaxy en expansion, parce qu'en fait chaque nouvelle déclaration maintenant va venir souvent nourrir Galaxy et enrichir le programme. Et puis il y a Detect Plus. Alors moi je l'appelle Detect Plus, il n'a pas vraiment ce nom-là, mais je l'appelle Detect Plus comme ça parce que c'est un projet que je trouve très orienté là-dessus, qui a deux volets. Un volet, j'analyse les liasses, j'analyse les informations comptables, et à partir de là, je découvre des schémas de fraude éventuellement, ou je découvre des alertes potentielles de fraude. Et donc, l'administration nourrit aujourd'hui, du coup, ces algorithmes avec ça. Et puis, une deuxième partie dans Detect Plus, qui est aussi de pouvoir aider les entreprises qui auraient des difficultés. C'est-à-dire, en gros, le service de l'État détecte en amont des entreprises qui pourraient avoir des difficultés financières pour éventuellement leur proposer des aides quand elles seront dans des secteurs d'activité qui sont jugés comme stratégiques pour l'État. Donc, vous voyez que quand on se balade dans les algorithmes de l'administration fiscale, on voit qu'en fait, ils sont en train de développer des projets qui sont évidemment très importants et qui sont très dynamiques. Et j'allais dire, moi, on me parle souvent de data comptable, et on dit souvent les cabinets comptables sont assis sur un tas d'or, ça va être demain la data. Ceux que je vois vraiment aujourd'hui faire de la data, c'est plutôt l'administration fiscale, et ils en font en ce moment en grande masse. Il y a même des objectifs chiffrés de recours à l'IA pour le ciblage des contrôles. Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de dire, en gros, à terme, et ça, on l'avait dit, je crois, quand on avait fait la partie facture électronique, l'idée à terme, c'est de dire finalement, on est dans un contrôle continu, permanent, là où on passe d'un monde ancien où on avait en fait du contrôle fiscal a posteriori et aléatoire, on passe à du contrôle fiscal continu et permanent et pour tous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que c'est une tendance qui va être lourde dans les années qui viennent. Et j'allais dire, pour nous, experts comptables qui travaillons avec du coup nos clients sur l'évolution de leur déclaration fiscale, il faut se rendre compte que vraiment ça, c'est une tendance majeure de transformation. Le point évidemment qu'il faut avoir en tête par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on va pouvoir raccrocher notre sujet d'examen de conformité, c'est que pour pouvoir nourrir ces applications d'intelligence artificielle, tout opérateur d'intelligence artificielle, tout data scientist a besoin d'avoir ce qu'on appelle deux choses, des données propres et des données qualifiées. C'est-à-dire que j'ai besoin, si je veux faire de l'intelligence fiscale, d'avoir des données qui sont bien qualifiées sur le plan des formats et qui sont propres, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont exemptes de biais, exemptes d'erreurs, etc. Et ça, c'est vraiment le cœur même, je dirais, de la réflexion par rapport à notre thématique du jour. Juste un point de logistique, il y a quelqu'un sur le chat qui signale que les slides n'apparaissent pas en plein écran. Elles apparaissent derrière nous, mais pas sur l'appli, a priori. C'est bien de leur mettre en plein écran, en effet. Si, c'est bon. Alors, par rapport à ça, c'est vrai que pourquoi on raccroche, je dirais, ce sujet-là, c'est parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en effet, la facture électronique et donc la mise en place de la facturation électronique, pour à la fois l'État, mais également pour nous, c'est une opportunité évidemment à ne pas manquer, parce qu'on va avoir donc deux phénomènes là aussi qui vont se conjuguer. Le
Premier phénomène, une normalisation des flux de factures. Je vous rappelle que, et je renvoie à tous les ateliers qu'on a fait ensemble tout au long de l'année, du coup, on a des formats de données qui vont être structurés, 3 grands formats dans le socle de facture électronique, et surtout, on va avoir une vingtaine de données au départ qui sont obligatoires par rapport à l'arrêté du 7 octobre. Donc, on a des données qui sont normalisées, qui sont donc du coup qualifiées, qui sont donc structurées. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a avec la facture électronique, notamment par la mise en place des PDP, des plateformes, ce qu'on appelle une urbanisation du flux, c'est-à-dire en gros des flux qui vont faire des contrôles et des plateformes qui vont faire des contrôles en amont pour être sûr que les données qu'on rentre sont bonnes. Donc si vous suivez ma logique de la part de l'administration fiscale, ça veut dire que grâce à la mise en place, entre guillemets, de ces plateformes, je vais m'assurer que ce qui rentre est au moins sur le format et au moins sur, je dirais, la nature des flux attendus, quelque chose que je reçois de bon. Et puis, dernière remarque, je vais avoir un nombre important de données qui vont venir nourrir mes algorithmes, puisque, je vous rappelle, aujourd'hui, 2,5 milliards de factures, on projette à peu près à 4 milliards de factures à l'horizon 2028-2029, avec à chaque fois une vingtaine de données. Ça vous donne évidemment la masse considérable d'informations qui vont pouvoir être fournies, du coup, dans le cadre de ces plateformes. Donc, la facture électronique, c'est pour l'État l'occasion aussi d'avoir une opportunité de venir nourrir ces fameux algorithmes fiscaux de data et de data de bonne qualité. Donc là, si je reprends le contexte, on a une évolution techno dont s'est saisie l'administration, l'intelligence artificielle, là, la matière première pour le travailler. Donc tout ça, c'est très favorable à l'administration. Côté entreprise, il y a un aspect réglementaire quand même qui est plutôt favorable aux entreprises pour le coup. Alors oui, et alors du coup, le côté réglementaire qui est favorable aux entreprises, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une logique qui infuse à travers le monde, qui est de dire, bon, pour qu'on rende les choses acceptables, c'est-à-dire que d'une certaine manière, pour que on ne soit pas tous dans un monde un peu où on se sent complètement Brick Brother, l'idée, c'est de dire on va retravailler un peu le deal entre le contribuable et l'administration. Et donc, dans quelques semaines, enfin, mi-août, on va fêter les 5 ans de la loi ESSOC. Donc, la loi ESSOC, je vous rappelle, c'est la loi donc, qui vise à dire que du coup, il y a un nouveau rôle, entre guillemets, de sécurisation et de confiance entre les entreprises et l'administration fiscale. C'est comme ça qu'elle a été présentée. C'est une loi de 2018. Et dans les éléments de cette loi ESSOC, qui est finalement le socle de l'OCF, puisque c'est grâce à cette loi-là que l'ECF est arrivé, on a un certain nombre d'éléments qui sont des éléments de partenariat pour le contribuable et l'administration fiscale. Alors souvent, moi je m'aperçois que quand je discute avec des confrères que souvent on oublie un peu tous les éléments qui étaient dans la loi ESSOC et qui sont quand même importants, parce qu'on voit le côté, en effet, on va être contrôlé, mais on ne voit pas forcément le côté, on est d'une certaine manière parfois réassuré par l'administration. Donc, dans la brique des lois ESSOC, il y a l'accompagnement fiscal personnalisé pour les PME, c'est-à-dire en gros le fait qu'on peut aller voir un interlocuteur fiscal au sein des impôts pour demander si on a un doute sur l'application d'un texte, d'une mesure ou quelque chose de particulier. On a pour les grandes entreprises quelque chose qui fonctionne énormément aujourd'hui, qui est le partenariat fiscal pour les grandes entreprises. Beaucoup de grandes entreprises vont discuter, on va dire, à Bercy sur des éléments de clarification fiscale ou des éléments de points. Et on voit en ce moment, par exemple, avec la facture électronique, que c'est assez dynamique par rapport à ça. On a la mise en conformité spontanée, c'est-à-dire en gros, je corrige moi-même des choses que je n'avais pas corrigées. On a du côté de l'administration l'amélioration du contrôle fiscal avec normalement, je dirais donc des outils qui permettent d'éviter de demander trop de choses. On a la diffusion des rescrits qui est de plus en plus là aussi pratiquée. Et puis, on a comme dernière brique, alors on a l'appui international. L'appui international, il est important. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois et je fais un aparté là-dessus. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de coopération internationale entre les services fiscaux, entre les grandes entreprises internationales et l'administration fiscale française. Donc là, c'est vrai que l'appui international a beaucoup avancé depuis 5 ans. Et enfin, la brique qui nous intéresse aujourd'hui, on a, à travers la loi ESSOC, l'arrivée donc de ce fameux examen de conformité fiscale, qui est, je dirais, au cœur du dispositif. C'est intéressant de le remettre dans ce contexte parce que quand on pense à l'examen de conformité fiscale, on peut voir tout de suite une sorte de délégation du contrôle fiscal, alors que là, c'est pensé plutôt comme un moyen de ne pas avoir de contrôle derrière. C'est un moyen d'anticipation. Exactement. Ouais, c'est-à-dire que ça. Alors, il se trouve que moi, je faisais pour partie des groupes de travail de la DGFiP sur l'examen conformité. C'est vrai qu'il y a eu un contexte particulier avec la fin des mandats de commissaire aux comptes dans les petites entreprises. Et c'était une demande, en effet, d'avoir à un moment donné, du côté de la CNCC, quelque chose qui remplace. Et l'examen de conformité faisait partie du package un peu. Mais c'est vrai qu'en même temps, il faut replacer tout ça dans cette loi ESSOC. C'est vrai que l'idée d'avoir à un moment donné
un examen de conformité fiscale, vu en tout cas par une partie de l'administration fiscale, c'est le moyen finalement de dire, bah oui, il y a un deal un peu avec vous, et si vous êtes dans cette transparence et dans cette confiance, bah du coup, on vous attribue en effet, je dirais, ce rôle-là. Alors, bah, comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire qu'en fait, il y a un nouveau rôle, à la fois pour chacun, en fait, finalement pour l'expert comptable, mais aussi pour l'administration. Un rôle qui est tourné autour donc, de deux piliers principaux. Confiance et transparence, d'un côté. Donc, en gros, le deal sur lequel on va être, et vous allez le voir au fur et à mesure, c'est de dire, bah, finalement, si vous faites un examen de contrôle fiscal, de conformité fiscale, bah, du coup, on vous fait d'une certaine manière confiance. Et du coup, comme vous êtes dans une certaine transparence, on peut le dire, hein, vous aurez probablement moins de contrôle. En tout cas, l'algorithme de contrôle est paramétré de telle sorte que vous seriez, je dirais, moins susceptible d'être évidemment contrôlé. Et puis, en même temps, bah, l'autre deal, je dirais, pour le professionnel comptable, c'est grâce à l'examen de conformité fiscale, bah, vous nous assurez que les données qui vont être transmises et qui vont être données à l'administration sont de bonne qualité, et d'une certaine manière que j'ai une validation d'un certain nombre de données qui sont clés pour pouvoir, je dirais, faire tourner mes modèles d'algorithmes. Donc, c'est vraiment sur ces deux éléments-là que repose du coup la démarche, quoi, et sur lequel, évidemment, à un moment donné, on va s'accrocher. Tu as parlé des contrôles et de la fréquence des contrôles. Je suis obligé de prendre juste 2 secondes pour qu'on s'arrête là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de précis sur ce point? À quel point l'administration va faire moins de contrôles ou pas quand l'examen de conformité fiscale? Il y a eu des prises de position orales souvent. Ouais. Voilà. Bah, alors aujourd'hui, c'est vrai que vous ne trouverez pas un texte de la DGFiP écrit ou ministériel qui dit grâce à l'examen de conformité fiscale, on ne fera pas de contrôle. C'est évidemment, je dirais, impossible pour eux d'écrire ça, et en plus, ça serait contre-productif en termes évidemment de suivi pour eux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans les réunions, alors d'abord dans les réunions préparatoires, dans les groupes de travail qui ont existé sur le CF, ça a été évoqué. Dans les tribunes où parfois on a des intervenants de la DGFiP qui interviennent, on voit que, en tout cas, ce qui est dit et ce qui est officiel d'une certaine manière, c'est que, bien entendu, dans la planification des plans de contrôle, on va tenir compte du fait qu'il y ait eu ou pas un ECF. C'est-à-dire qu'en réalité, d'une certaine manière, les algorithmes, les programmations qui sont faites, j'ai des outils de planification de contrôle, vont être certainement plus tolérants dans la sortie des données quand on a fait un ECF que quand on n'en a pas fait. Donc ça, c'est un élément qui est important parce que ça rejoint ce qu'on se dira tout à l'heure sur le devoir de conseil et l'obligation de conseil que peut avoir l'expert comptable par rapport à l'ECF. C'est que, à un moment donné, oui, quand un premier travail est fait, il est important, je dirais, que du coup, on ait cette confiance et cette transparence. Après, l'autre remarque que je voudrais dire par rapport à ça, pour faire le lien peut-être avec ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que début mai a été communiqué ce qu'on appelle le plan national de lutte contre la fraude. Donc, Bercy a communiqué, le ministre a communiqué sur son plan national de lutte pour les années qui viennent. Ce qu'on voit, c'est qu'ils vont évidemment cibler beaucoup de contrôles, de plus en plus, sur des thématiques, sur des sujets, sur des entreprises à risque, sur des montages éventuellement qui peuvent être à risque ou qui considèrent comme à risque. Donc ça, c'est une politique fiscale, c'est de dire on va de plus en plus cibler. Ce qui veut dire en fait que d'une certaine manière, je vais m'appuyer aussi sur un socle de choses qui sont considérées comme étant finalement moins stratégiques en termes de contrôles fiscaux, mais sur lequel je ne lâche pas complètement la bride. Et c'est là aussi qu'arrive, entre guillemets, la brique ECF. C'est que la brique ECF, elle est là aussi pour dire, finalement, j'ai une réassurance sur un nombre d'entreprises suffisant qu'il n'y a pas forcément de risque ou de problème. Dernière remarque, l'administration est face à un défi quand même, c'est que si vous regardez les chiffres des entreprises, il y a 20 ans, on était à 2 100 000 entreprises. Aujourd'hui, on est à 4 200 000 ou 4 300 000 avec l'arrivée des micro-entrepreneurs, etc. Et qu'on n'a pas une volumétrie de contrôleurs extensible, évidemment, pour des raisons budgétaires. Donc, d'une certaine manière, l'usage des technologies d'intelligence artificielle, de data mining pour faire du contrôle est forcément importante. Parce que plus ma population augmente, plus je dois contrôler, à un moment donné, l'automatisation va me servir. C'est ça un peu l'idée. Alors, les premiers chiffres. Alors peut-être premier chiffre peut-être qu'on peut donner, parce que alors du coup en effet quand le texte est paru, donc je vous rappelle, donc l'arrêté est paru en février 2021 pour l'ECF, pour la campagne donc du coup 2020, c'est-à-dire en gros pour les liasses fiscales qui avaient été clôturées sur l'exercice 2020. Bon, force est de constater que l'engouement est quand même très modéré à ce stade-là. Et ça, c'est d'ailleurs une question qu'il va falloir se poser après
pour la suite, en effet, par rapport à l'ECF. Pourquoi je dis l'engouement a été très modéré? Parce que dans les statistiques, là aussi, semi-officielles, parce qu'elles n'ont pas été forcément écrites. Alors, sur 2021, il y a eu quand même une communication à l'université du MEDEF de la directrice des impôts sur la partie fiscale. Mais sur la partie du coup 2020, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu de l'ordre de 20 000 cases cochées sur les liasses 2020. Oui. Peut-être juste pour préciser pourquoi on parle de case Alors, cochée. oui, parce pour qu'on rappeler pouvait la case cochée, c'est ouais. parce que je vous rappelle, mais ça, je pense que tous ceux qui ont fait des liasses là ces derniers jours le savent, c'est que quand vous voulez faire un ECF, au moment où vous faites l'ECF, donc où vous allez déposer la liasse, en fait, au moment où vous allez déposer la liasse fiscale aux impôts, si vous avez l'intention de faire un ECF ou si le dossier a déjà un ECF, on doit cocher une case. Et donc, il y a une case à cocher sur la liasse fiscale. Et cette case à cocher matérialise votre intention de faire un ECF. Et je reviens juste sur le calendrier pour que les choses soient bien claires. Vous avez normalement 6 mois pour faire l'ECF à partir de la date de dépôt des comptes en liasse, sauf pour la partie évidemment clôture 31 décembre, où du coup vous avez jusqu'au 31 octobre pour communiquer chaque année l'ECF, donc sur l'exercice que vous avez déposé. Donc il faut cocher la liasse. Donc en 2020, bon, le texte était nouveau, l'arrêté était publié au mois de février. C'est vrai que bon, 20 000 cases avaient été cochées, d'accord ? Et à peu près la moitié des ECF avaient été réalisés sur 2020. Sur 2021, on se retrouve avec 110 000 cases qui ont été cochées sur les liasses 2021. Et là aussi, à peu près 60% d'ECF véritablement réalisés, avec une répartition qui est quand même assez intéressante, puisque c'est à peu près 36% pour les BIC, 20 et quelques pourcents pour les BNC, et puis le reste pour des sociétés. Donc finalement, un panel assez large de typologies d'entreprises qui ont été impactées par la case cochée. Et donc, je vous dis, aux environs de 60% de CF véritablement réalisés. Et 2022, on attend donc, du coup, maintenant de savoir combien vous aurez coché de cases et donc dans les liasses qui auront été déposées. On va peut-être dire, je ne sais pas si on prend les questions tout de suite ou si on les prend à l'issue de. Comme vous voulez, allez-y. Ouais. Eh bien, on va y arriver. Encore un autre travail. On est censé l'avoir fait. Bien sûr. Bah voilà, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. On va y arriver. Et vous voulez le facturer au client en plus? On va vous détailler ça. Mais attends, il y a un truc qui ne va pas là. On va vous détailler ça. C'est pas Stéphane qui est l'auteur de l'examen de conformité. Donc très clairement, c'est vrai que du côté de la DGFiP, voilà, si vous voulez, le constat. Donc très clairement, on va dire, à ce stade-là, aujourd'hui, 110 000 cases cochées sur les liasses fiscales 2021. En effet, ce n'est pas un engouement massif au regard du nombre, évidemment, d'entreprises qui pourraient être concernées, puisque je vous dis que toutes les entreprises sont dans le scope de l'ECF, et évidemment, hors associations qui ne seraient pas fiscalisées ou entreprises qui ne seraient pas fiscalisées. Juste une question là sur la case, où tu me dis si je préfère y répondre plus tard, mais quelqu'un qui n'aurait pas coché la case, est-ce qu'il peut quand même faire l'ECF? Alors, quelqu'un qui n'a pas coché la case peut faire l'ECF à condition de refaire une liasse rectificative. D'accord. C'est ça le principe. Okay. Et de la même manière, quelqu'un qui a coché la case et qui ne fait pas l'ECF, normalement, l'administration fiscale qui ne reçoit pas du coup la télédéclaration d'ECF, puisque maintenant on doit faire une télédéclaration d'ECF, on verra un courrier. Donc ça va être le premier exercice sur lequel ça va s'appliquer, c'est le 31 octobre 2023, puisque du coup les liasses 2000 fiscales 2022, on a jusqu'au 31 octobre 2023 pour le faire. Quelqu'un qui ne l'aura donc pas eu, normalement recevra un courrier de l'administration fiscale qui dira vous aviez dû faire un ECF, mais vous ne l'avez pas fait. Voilà, pour informer que en effet, on n'a pas reçu son ECF. Donc, remarque complémentaire, si finalement je ne veux plus faire non plus l'ECF, pour une raison X ou Y, il faut que je refasse une liasse rectificative également en enlevant la mention ECF pour éviter éventuellement le courrier, ou sinon je l'assume. Donc voilà, en tout cas pour les éléments clés. À partir de là, comme je sens l'impatience monter dans la salle, nous allons rentrer donc dans les caractéristiques des offres et des missions de l'ECF. Alors, bon, en effet, on pourrait se dire, bon, d'abord, c'est quoi la caractéristique un peu de l'ECF par rapport à ça? Première remarque, et elle n'est pas neutre par rapport à la réflexion que vous faisiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'administration fiscale essaie de tisser avec l'ECF un réseau de tiers de confiance. Évidemment, dans la discussion, elle a dit à un moment donné, l'expert comptable, vous êtes un des tiers de confiance, je vous confie cette mission. Je ne vais pas vous cacher un truc, moi j'étais au groupe de travail où l'administration fiscale disait aussi, ça peut être d'autres. Et donc, la raison pour laquelle on a dit on va prendre, c'est parce que l'administration fiscale nous disait si ce n'est pas vous, ça peut être d'autres.
Donc, je dis ça clairement pour la profession parce que c'est vrai que moi, je vous dis, je fais de la veille sur les marchés internationaux. Je vois les positionnements de grands acteurs de la conformité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai démarré sur ce sujet de la conformité et sur la mise en perspective. C'est-à-dire que le besoin de l'administration, c'est d'avoir de la donnée qualifiée. Donc, elle dit, moi, si j'ai de la donnée qualifiée, après tout, je peux faire tourner mes modèles, ça roule. À partir de là, elle dit, qui peut me fournir, entre guillemets, l'assurance que les données sont bien qualifiées? Bon, à un moment donné, on s'est retrouvé dans une salle, on n'était pas très très nombreux, mais on s'est retrouvé dans une salle, et le débat était un petit peu chaud, parce qu'en effet, bon, il y avait la Compagnie nationale des commissions de comptes, il y avait le Conseil national de l'ordre des experts comptables, moi j'étais en tant que responsable d'un grand groupement français de cabinet, et c'est vrai que l'administration, très clairement, moi je me rappelle de la dame, alors c'est peut-être pas très politique de dire ça aujourd'hui, mais je me rappelle de la représentante, je dirais, du ministre qui disait, si c'est pas vous, ça peut être un autre tiers de confiance. Et donc l'une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, on a dit, finalement, c'est peut-être pas mal quand même qu'on soit partie prenante, c'est que c'est peut-être pas en effet le moment de faire entrer d'autres personnes forcément sur un marché de la conformité. Donc ça, c'est la première chose, parce que le besoin étant d'avoir une réassurance par un tiers de confiance. La deuxième réassurance, c'est que du coup, du côté en effet fiscal, l'idée c'est d'avoir un contrôle de points fiscaux qui sont entre guillemets les plus usuels, qui sont les plus, je dirais, peut-être impactants au démarrage pour faire du contrôle fiscal généralisé. Et donc, c'est pour ça que ça s'est évidemment basé là-dessus et ça s'est basé sur la sécurisation. Et enfin, le deal, ou en tout cas l'offre de service qui est proposée pour les missions, c'est de dire, grâce à ça, on va faire en fait un avantage pour les entreprises. Et l'avantage pour les entreprises, c'est que si au cours de l'ECF, on se rend compte qu'il y a un problème, soit une erreur, soit un problème, je dirais, de respect du formalisme, eh bien, dans ce cas-là, je fais une correction sans pénalité ni intérêt de retard par rapport à cela pour l'entreprise. Et du coup, je retrouve finalement le même effet qu'on a dans les mentions express, c'est-à-dire en gros, je corrige de moi-même et du coup, corrigeant de moi-même, j'ai plus de problème. Donc voilà, si vous voulez, le premier caractéristique. Alors, ce qu'il faut être très clair, c'est qu'en effet, l'ECF positionne donc l'expert comptable qui va le réaliser, comme un tiers de confiance de l'administration. Je peux entendre qu'on dise, oui, mais c'était quand même notre rôle premier, etc. Et on considérait qu'on était les tiers de confiance. Je l'entends et je dirais, je fais même partie de ceux qui, à un moment donné, disaient, oui, c'est vrai quand même qu'il faut qu'on le revendique encore plus fort que ça, le rôle de tiers de confiance. Maintenant, vu du banc, je dirais, de l'administration, il faut comprendre que, à un moment donné, on redonne sur le terrain de jeu en fait de la confiance fiscale la possibilité à des acteurs de faire un ECF et à eux de s'en saisir ou de ne pas s'en saisir. C'est pour ça que la question, je dirais, de est-ce que je m'en saisis sera une bonne question. On y reviendra peut-être après. Oui, je fais peut-être un petit aparté, mais parce que tu disais, la représentante du gouvernement disait, si c'est pas vous, c'est d'autres. Et pour le coup, l'ECF est ouvert à tout le monde. Ouais. L'ECF est ouvert à tous. J'allais dire aujourd'hui, sur les cases cochées, je pense qu'on est largement ceux qui fournissons le plus de cases cochées. Et d'une certaine manière, tant mieux, puisque du coup, je dirais, c'est quand même un élément. Après, j'allais dire, d'autres peuvent s'en saisir aujourd'hui. Ils ont la possibilité de s'en saisir. C'est vrai qu'ils ne se jettent pas forcément encore dessus, tant mieux. Aussi parce qu'à un moment donné, ils considèrent que l'expert comptable, en tout cas moi je le vois avec des gens qui sont d'autres milieux que nous qui pourraient le faire, ils considèrent souvent que l'expert comptable est d'une certaine manière un peu une barrière à l'entrée sur ce marché-là. Et que étant en fait positionné avec l'expert comptable, c'est compliqué pour eux de venir en complément là-dessus. Mais c'est pour ça que je dis le dilemme très clairement dans lequel on était, et je pense que ça a été expliqué à l'époque politiquement, c'était de dire si on ne donne pas quand même un peu de notre personne pour essayer d'y aller, c'est vrai que c'est quand même éventuellement prendre le risque qu'on considère qu'un tiers autre vienne lui apporter vraiment son opinion sur cette démarche-là. Donc c'est vrai que c'était un petit peu ça le deal, quoi. Alors, partant de là, et ça c'est important, c'est donc il y a deux questions qui se posent. La première question, c'est est-ce que c'est une mission nouvelle? Et la deuxième question, c'est une question de posture. Parce que c'est ce que vous avez dit parfaitement tout à l'heure dans la salle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le terrain de l'ECF, on rencontre deux choses. On rencontre des gens qui disent finalement, je ne veux pas le faire parce qu'en effet, je considère que c'est dans mon rôle d'expert comptable et je l'ai déjà. J'allais dire d'une certaine manière, si on va au bout de cette logique-là, et on y reviendra peut-être après dans vos questions, si on va au bout de cette logique-là, rien n'empêche de le faire pour le client.
et éventuellement même, je dirais, d'avoir une tarification très basse pour le client si on considère que c'était vraiment intégré dans sa mission et si on l'a respecté. C'est une première remarque. Après, la deuxième posture qu'on peut rencontrer, c'est des gens qui disent je vais le faire parce qu'en effet, j'y vois un intérêt là direct par rapport à mon client, ce qui veut donc dire que par rapport en effet à la démarche que j'avais, il y a une différence. Et puis après, il y en a d'autres qui disent oui, mais je ne veux pas le faire parce que là, je sors un peu de mon rôle de entre guillemets conseil. Alors je prends là aussi, c'est mes propos, c'est pas ceux de l'institution, mais je prends il y en a qui disent comme je suis conseil, je peux pas être entre guillemets d'une certaine manière un peu précenseur de l'administration fiscale, etc. On va voir en fait que pour moi, les choses tiennent pas forcément la route en tout cas sur les 2 dernières postures. Pourquoi elles tiennent pas forcément la route? Parce que en fait, alors c'est une mission nouvelle. Moi, je considère que oui. Objectivement, je considère qu'à un moment donné, alors là, si je prends la casquette purement business cabinet, c'est vrai que on va nous demander de faire des choses en plus. C'est l'occasion de faire une mission nouvelle, très clairement, et de la valoriser et de la faire. Parce que si je la fais sans la valoriser, j'ai un problème entre guillemets de business model à terme. Et il faut bien avoir ça en tête. Et ça aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure quand on reprendra Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est une proposition. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vais redire peut-être ce que j'ai dit et qui parfois peut être agressif pour certains. Je l'entends. Quoi qu'on en dise, le marché de l'expertise comptable à l'heure de la facture électronique, c'est un marché de firmes de services et donc de services qu'on va proposer à nos clients. Que vous proposiez des services de facturation, que vous proposiez des services de logiciels, que vous proposiez des services de fiscalité, que vous proposiez des services de gestion. On rentre dans un monde, entre guillemets, de services. Et j'allais dire, on voit bien que le marché de l'expertise comptable se structure de plus en plus sur cette logique-là. Donc ça, du coup, qu'à un moment donné, dans un monde de services, on dise, voilà, on a un service nouveau qui est une demande de l'administration fiscale, puisque c'est comme ça, c'est une demande de l'administration, je vous propose de répondre à ce service-là, ça me paraît assez logique. Après, c'est vrai que la question de la posture sur est-ce que je suis plutôt conseil ou est-ce que je suis plutôt, entre guillemets, pré-contrôleur, j'allais dire, elle existe. Pour moi, elle existe. Mais j'allais presque dire, si je suis très agressif, si je suis vraiment dans une posture de conseil, est-ce que je suis à l'ordre des experts comptables? Je n'en sais rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit qu'il y a des opérateurs aujourd'hui qui sont dans des postures de conseil agressifs qui ne sont pas forcément dans nos organisations professionnelles parce que ils considèrent que... Alors, à eux ensuite d'assumer le fait que si je ne suis pas dans l'ordre des experts comptables, j'ai moins de la déontologie, etc. Et j'ai plus de risques éventuellement pour certains de mes clients. Mais c'est la logique. Ouais. Prenez le micro parce que c'est... Dans le travail de l'expert comptable, on fait déjà cette démarche. La réalité... Pourquoi rajouter un truc qui est déjà inclus dans la mission? Alors, on va le voir. C'est ça. Mais alors, c'est peut-être là que je vais être un peu brutal, mais peut-être vous êtes parfaitement, je dirais... Ça veut dire que ça veut dire que ça dévalorise le fait d'avoir institué cet examen de contrôle de conformité fiscale. Ça veut dire que la profession d'expert comptable n'est pas si valorisante. Alors, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les experts comptables travaillent moins bien qu'avant. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire... Non, je vais suivre votre propos. Vous allez voir qu'on n'est pas très éloigné sur ça. Ça veut dire surtout que la reconnaissance finale de l'expert comptable, peut-être par rapport à ce qu'on imaginait il y a quelques années, n'est pas aussi forte que celle qu'on le pense. Ce que je veux dire par là, c'est que... travaille moins bien. Je veux dire, non, c'est pas forcément que vous travaillez moins bien. C'est que la perception parfois de l'écosystème peut être, je dirais, une perception qui, du coup, considère qu'en effet, ça a peut-être moins, entre guillemets, de valeur que ce que ça pouvait avoir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu, par exemple, un mouvement de normalisation dans les années 90 qui était l'attestation de l'expert comptable, qu'on a essayé de pousser, qu'on a essayé de vendre et qu'on continue de vendre et qu'on essaye de pousser. C'est vrai que si je vais au bout de ma logique, quand j'arrive à un moment donné dans une réunion où l'État me dit je voudrais que vous m'assuriez que vous ayez bien vérifié ces points-là, je rejoins votre propos de dire que c'est que peut-être je n'ai pas assez été bon pour montrer que je le faisais à chaque fois dans tous les cas de figure. C'est ça la démarche. Mais revenons par contre maintenant dans le dur, si tu veux bien, du sujet. Parce que, si vous voulez, après, à un moment donné, je crois qu'il faut se regarder en face dans la profession. Non, mais je veux dire, moi, je suis là pour dire les choses. Je dis, mon business, moi, c'est d'aider les cabinets à se transformer. Je veux dire, ce que je veux, c'est qu'il y ait encore des cabinets demain qui existent. Si les cabinets, ils n'existent plus parce que d'autres ont dit, regardez ce qu'ils font, c'est nul, c'est vrai que je n'ai pas forcément d'intérêt à vous dire, je dirais, ce que vous voulez entendre. Et donc, quand on me dit les experts comptables font déjà plein de choses, oui, non. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez là les 10 points de contrôle qui ont été âprement négociés. Il faut savoir quand même que la première version de l'ECF, on avait 40 points de contrôle.
d'accord, avec des points de contrôle qui étaient, par exemple, je vous en donne un, est-ce que la piste d'audit fiable existe dans les dossiers? Objectivement, j'ai fait partie de ceux qui ont milité pour qu'on sorte ce point-là. Non pas que je considère qu'il ne faut pas avoir une piste d'audit fiable, mais juste que parce qu'à un moment donné, si j'avais dû attester que ma piste d'audit fiable existait dans tous les dossiers, j'aurais eu probablement quand même encore plus de soucis et de risques que ce qui pouvait exister. Donc, vous avez 10 points de contrôle. Donc, je vais peut-être reprendre les 10 points de contrôle pour que ce soit à peu près clair. Vous avez un premier point de contrôle qui est la conformité du fichier comptable. Donc là, l'idée, elle est assez simple. C'est, vous avez une comptabilité qui est faite, d'accord, tenue aujourd'hui informatiquement. La question, c'est est-ce que le FEC que vous avez de cette comptabilité qui est faite est conforme aux prescriptions de l'administration fiscale sur le FEC. Donc là, vous avez en fait un outil qui est fait par l'administration fiscale qui permet de tester les FEC. Là, l'idée, à un moment donné, c'est est-ce que mon FEC, quand il rentre dans cet outil-là, il est conforme ou est-ce qu'il me manque des champs? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes dans cela? En cela, on va dire que 100% de nos dossiers sont, techniquement parlant, à partir du moment où on est un expert comptable diligent et qu'on a bien fait son travail, sont conformes à ce fichier des écritures comptables. C'est, je dirais, la règle et c'est évidemment la logique. Vous avez un deuxième point de contrôle qui là devient un tout petit poil plus spécifique, qui est la qualité du fichier comptable, donc du FEC. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on a bien les champs qui sont bien remplis et qui sont conformes, etc. J'en prends un typiquement, par exemple, la référence de pièces. Est-ce qu'on a bien une référence de pièces dans les écritures qui vient justifier nos éléments? C'est obligé, et en effet, on doit l'avoir. Et c'est pour ça que si on a fait son job tout à fait logiquement et concrètement, bah, on l'a bien fait et c'est bien fait. Bon, soit dit en passant, aujourd'hui, quand on teste des FEC de cabinet comptable, hein, moi j'en ai 450 000 testés, puisque j'ai un outil qui permet de le faire. Hein, donc je vous dis. Sur les 450 000, la première année en 2020, on en avait la moitié qui n'avaient pas les bonnes références. Donc on travaille moins bien. Donc, en tout cas, les prescriptions qui ont été faites à un moment donné d'obligation ont conduit probablement à ne pas respecter une exigence qui est une exigence légale et importante. Et donc, j'allais dire, l'intérêt de faire de l'examen de conformité fiscale, si je vais au bout de ma logique, hein, c'est déjà un intérêt pédagogique pour mes équipes dans mon cabinet, c'est de montrer que là, il y a une règle qui doit être appliquée et qu'éventuellement, cette règle-là est moins bien faite. Pour parler d'autre chose, moi, quand je fais des entretiens d'embauche et que je demande à des candidats est-ce que vous savez faire un rapprochement bancaire, il y a beaucoup de candidats me disent qu'est-ce que c'est un rapprochement bancaire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, des cabinets d'expertise comptable diplômés, donc inscrits à l'ordre, travaillent non pas en fonction de la loi comptable, mais en fonction de ce qui est le plus avantageux pour eux, c'est-à-dire la rapidité. C'est-à-dire qu'on va exporter les écritures des relevés bancaires, on va les mettre dans le logiciel comptable, d'accord, et puis on va rajouter ce qui manque. Mais c'est pour ça que c'est une façon de travailler. Non, mais ça c'est pour ça. Et c'est accepté dans les gros cabinets. Mais c'est pour ça que l'examen de conformité fiscale va avoir un intérêt. C'est parce que justement, on a accepté des choses inacceptables que l'ordre des experts comptables n'a pas fait son travail. Donc je vais continuer, si vous permettez. Troisième point, la conformité du logiciel de caisse ou du système de caisse. Bah là, vous savez qu'il y a une loi depuis 2018 qui oblige en effet à avoir une attestation de logiciel de caisse conforme. Bah là, à partir du moment où je suis dedans, bah, en effet, je l'ai ou je ne l'ai pas. Soit dit en passant, là aussi, ça nécessite d'avoir une posture proactive du côté du cabinet d'expertise comptable, d'avoir évidemment informé son client de l'obligation d'avoir un logiciel de caisse conforme et d'avoir stocké évidemment l'élément. Quatrième point, le mode de conservation des documents. Alors, le mode de conservation des documents, là, l'idée, c'est qu'il y a des prescriptions qui sont aujourd'hui en fonction des textes commerciaux ou des textes fiscaux ou des textes légaux qui existent, des modes de conservation qui doivent être respectés. Et donc, s'assurer qu'on a bien conservé les documents de l'entreprise et qu'évidemment, les documents de l'entreprise sont stockés dans des conditions. Je rajoute un point, évidemment, à l'heure de la facture électronique, et ça, il faut quand même l'avoir en tête. Ce mode de conservation sera changé, évidemment, par le fait qu'il faudra savoir où sont stockées mes factures électroniques, qui, je vous rappelle, quand elles sont électroniques, doivent être archivées de manière électronique. Donc, ça sera le rôle de dire est-ce que c'est dans ma PDP, est-ce que c'est dans mon coffre-fort électronique, est-ce que c'est éventuellement ailleurs que j'ai stocké mes éléments. Donc, c'est recoupe aussi ce que tu avais dit sur le diagnostic. Enfin, je suis juste le point avec les précédentes sessions. Ça rejoint ce que tu avais dit sur la mission de diagnostic, aller chez le client pour regarder ses process et cocher ses cases en même temps. Exactement. C'est-à-dire que l'idée, quand même, à travers ça, c'est que qu'est-ce que cherche à voir l'administration? On le voit bien sur ces 4 points. Ce qu'elle cherche à voir, c'est est-ce que le flux que je reçois est de qualité? Si le flux n'est pas de qualité, je vous banane votre fichier en termes simples.
si votre flux est, entre guillemets, de qualité et est conforme, et si en plus vous avez mis en place un process de stockage qui me va bien, bah, je vous fais confiance et donc je considère que votre qualité est probante et votre comptabilité est probante. Donc ces 4 points sont évidemment 4 points qui sont liés au process et à l'organisation. Ensuite, vous avez en effet des points qui sont plus liés là aussi à la mécanique fiscale. Alors, sans vouloir, je dirais, trop les détailler, parce que ce n'est pas l'objectif. Hein. L'objectif, ce n'est pas de faire une formation sur le CF. Hein. Il en existe une à Supexpertise que vous pouvez suivre, qui est bien faite. L'idée, c'est qu'évidemment, il y a 5 points qui sont plus liés à des sujets vraiment fiscaux, 5-6 points. Donc, le premier, c'est le contrôle du régime d'imposition en matière de TVA et donc de résultats liés à la TVA. Donc, est-ce que j'ai le bon régime en matière d'imposition, réel simplifié, réel normal, etc. Est-ce que j'ai bien les bons régimes en matière de TVA? Soit dit en passant, là aussi, puisque notre angle d'attaque, c'est de faire un parallèle avec ce qui va se passer avec l'arrivée de la facture électronique, c'est quand même très utile de se poser cette question-là. Parce que je vous rappelle qu'à l'heure de la facture électronique, les timings notamment ce qu'on appelle les statuts de report de facture, notamment en e-reporting, sont liés au régime fiscal. Donc, savoir si on a pris le bon régime fiscal et savoir si ce bon régime fiscal, c'est celui qui est adapté à l'entreprise, c'est évidemment important. La détermination et le traitement fiscal des politiques d'amortissement, là, en effet, je dirais c'est assez logique de faire ça. Et d'une certaine manière, l'idée, c'est de valider qu'en effet, j'ai bien une politique fiscale au niveau des amortissements qui tient la route. La détermination des provisions, donc là aussi, même logique. Est-ce que je respecte la réglementation, entre guillemets, fiscale sur les provisions? Est-ce que je l'ai bien? Et enfin, la détermination et le traitement fiscal des charges à payer, là aussi, qui existe, je dirais, en termes assez logiques. Et enfin, les charges exceptionnelles qui font là aussi particulièrement l'objet d'un ciblage. Quand je parlais des algorithmes de détection, c'est vrai qu'aujourd'hui, les algorithmes de détection fiscaux sont très orientés autour donc, de la détection notamment des opérations de charges exceptionnelles et des problèmes qu'il peut y avoir. Et enfin, les règles en matière d'exigibilité. Bon, moralité, et pour aller dans votre sens, un confrère expert comptable qui était top level, il fait tout ça sans aucun problème. Ce qu'on lui demande juste à un moment donné, c'est, OK, si tu es vraiment top level et que tous tes dossiers sont top level, bah, tu peux peut-être proposer à ton client de payer, entre guillemets, une mission en plus. Alors, tu lui fais au prix que tu veux. On va voir tout à l'heure, je vais vous donner des tarifs, puisque moi, j'ai un observatoire de l'ECF, donc je sais à peu près les tarifs qui sont pratiqués. Il y en a qui les pratiquent pas cher, et puis il y en a qui les pratiquent cher. Je peux très bien me dire que si ça fait partie inhérente de ma proposition de valeur, j'avais déjà l'assurance que je faisais tout ce boulot-là, je suis clean, bah, du coup, je propose ça à mon client, et d'une certaine manière, je vous le dis comme je le pense, je le sors quand même de la liste des entreprises qui potentiellement pourraient être contrôlables. À terme, c'est mes propos, hein, j'insiste, ce n'est pas ceux de la DGFiP, c'est pas. Mais à mon sens, allez, quand vous avez 4 200 000 entreprises à contrôler, que vous allez avoir une multiplicité des flux, des schémas, etc., le fait qu'en effet, il y a un ECF qui a été bien fait, c'est un critère de pondération qui forcément va impacter mon algorithme. Donc, je serais un peu bête de ne pas le proposer à mon client parce que d'une certaine manière, mon client, je lui apporte une sécurité fiscale complémentaire. Évidemment, ça sous-entend que je suis entre guillemets clean et que je considère que je respecte tous ces points. Parce que si je le fais en n'ayant pas ces points-là, c'est plus un problème éthique et déontologique qu'un problème technique. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que si jamais je suis dans une posture où mon client, par exemple, ou moi-même, je pense que je ne respecte pas ça, j'insiste sur un point. Et là, c'est le spectre qui me permet de vous dire pourquoi je pense que le CF est intéressant. Si je ne le fais pas, j'ai quand même un risque potentiel parce que ma qualité d'information comptable qui va rentrer progressivement, ça veut dire qu'elle ne remplira pas les critères que l'administration attend et que d'une certaine manière, mon risque du coup de contrôle augmente et que d'une certaine manière, j'aurai probablement des problèmes le jour où les algorithmes vont être très bons sur ces 10 modèles-là, quoi. Et donc, du coup, préparer mon entreprise à l'intelligence artificielle. Moi, vous savez, on me parle, je vous dis tous les jours, hein, je suis sur des interventions sur les sujets d'intelligence artificielle en ce moment, mais je veux dire, l'intelligence artificielle, elle commence là pour l'administration fiscale. Elle commence en fait avec ces 10 points de contrôle-là. Je veux dire, si déjà mon algorithme il me passe la route là-dessus, je vais être déjà plus tranquille que si, en tout cas, j'ai laissé faire et que du coup, ça ne rentre pas. Donc, c'est ça un peu, si vous voulez, le point majeur. Alors, après, franchement, en effet, hein, conformité du fichier, qualité du fichier, conformité du logiciel de caisse, modalité de conservation des documents, si j'ai recours à un expert comptable, c'est pour ça. Donc, je veux dire, franchement, si je n'ai pas recours à un expert comptable pour ça, j'ai un problème. Et après,
régime de TVA, traitement des amortissements, des provisions, des charges à payer, charges exceptionnelles, je peux avoir un débat avec mon client et avec mon expert comptable. Si je prends un professionnel, c'est parce que ce professionnel va me permettre, entre guillemets, de me dire ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. À un moment donné, le professionnel, il va se retrouver face à un choix aussi peut-être avec son client. Est-ce que j'accepte que mon client fasse quelque chose qui n'est pas faisable ou pas? Je vous rappelle que vous avez prêté serment. Donc la logique, c'est que vous êtes coincé et que du coup, vous allez vers ça. C'est pour ça que j'ai pris le préalable de dire qu'il pouvait y avoir des gens qui considèrent que pour faire du conseil, ils ont une latitude plus forte et que moi, ma recommandation à ces gens-là, c'est qu'on les voit parfois dans notre monde, c'est à la limite, ne le faites pas dans l'ordre des experts comptables. Faites-le dans un autre contexte qui n'est pas celui de la profession. Parce que du coup, sinon, en effet, vous pouvez rejeter un peu l'opprobre sur tout le monde. Donc voilà, si vous voulez, les 10 points de contrôle. Alors, comme je le dis, hein, pour ceux qui s'intéressent à ça, enfin, je crois qu'on peut le dire, il y a vraiment des séminaires où on détaille tout ça, enfin, où Supexpertise détaille tout ça. Et autre remarque, il y a des outils, mais on va y revenir. Voilà. Il y a des outils qui aident à checker ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, checker ça, c'est grâce à des outils. Alors, vous savez qu'il y a l'outil d'ECMA, donc d'expert comptable donc de l'ordre, qui est conforme expert, qui permet de faire ça. Vous avez des outils e-conformité qui existent également. Vous avez des outils de nos confrères de Conféro qui ont fait des outils. Donc, si vous tapez ECF sur outils pour faire l'ECF, vous allez trouver forcément un outil qui va vous checker ces points-là. Ces outils-là, ils ont comme caractéristique généralement de faire un rapport et donc de voir l'état de la situation de votre dossier. C'est quand même très intéressant parce que, je vais revenir dans la mise en œuvre pratique, mais je veux dire, évidemment, si j'automatise ça avec un outil, je gagne du temps sur mes dossiers et du coup, je peux généraliser la démarche. Il y avait une question, tant que tu es sur les outils, sur le premier que tu évoquais, sur la conformité du fichier comptable. Ouais. Juste pour distinguer l'outil de l'administration qui fait un contrôle de cohérence sur le FEC, et là, ce que tu viens d'évoquer, qui est plutôt un outil d'assistance à l'ECF. En fait, oui, puisque vous avez deux choses. L'administration, ce qu'elle teste au départ, c'est en fait les champs, donc les 18 plus 4 champs du FEC. C'est-à-dire, en gros, est-ce que mon format est là? Est-ce que j'ai bon mon format de colonne? Moi, si je suis data scientist à la DGFiP, ce que je veux, c'est savoir si le fichier que je vais rentrer, il est bon ou pas, quoi. Donc, en gros, quand j'aurai un contrôle fiscal à terme, est-ce que le fichier que vous me donnerez, il sera bon et est-ce que je pourrai le rentrer? Donc, ça, c'est le contrôle de la conformité. Et par contre, le contrôle de la qualité du fichier, qui est le point 2 du texte de l'ECF, c'est un contrôle sur est-ce que justement on a bien les références de pièces, est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui paraissent, est-ce que les écritures par exemple sont correctement validées en fin de période, est-ce qu'on a bien en effet ces éléments-là. Et ça, généralement, c'est un contrôle qui est fait plutôt avec des outils donc spécifiques ECF qui permettent du coup de sortir la liste des écritures qui sont en non-conformité, sur lesquels éventuellement il y a une correction à faire. Le premier contrôle est plus un contrôle de forme, en fait. Le deuxième est plus un contrôle de qualité, on va dire, du fichier comptable. Donc là, voilà, parfait. On a détaillé toute la partie technique. Il y a la question est-ce qu'on y va, est-ce qu'il faut pas. Soit ce que tu dis, c'est que malgré tout, il y a un devoir de conseil dans tous les cas. Alors déjà, bon, moi mon prisme, très clairement, c'est qu'à un moment donné, après, je ne suis pas un politique, moi je suis un factuel. Factuellement, ce que je constate, c'est que de toute manière, on va y être poussé. Si vous voulez, si vous êtes quelqu'un et que vous voulez mettre, je sais pas, de l'essence dans votre moteur, vous voulez que quelqu'un, à un moment donné, vous assure que ce que vous mettiez, c'est bien du gasoil ou de l'essence ou du biocarburant. Donc, vous voulez que quelqu'un ait testé avant quand même que le truc que vous rentrez soit bon. Si je prends le carburant de la data que je vais rentrer dans mon logiciel d'analyse fiscale, si je suis contrôleur fiscal demain, ce que je veux, c'est que les données qui rentrent dans mon logiciel d'analyse fiscale, dans mes algorithmes, ce soient des données de qualité. Donc, je veux que quelqu'un les fait. Donc, je me remets dans la situation première. Je peux m'appuyer sur ceux dont c'est le métier d'origine, de dire est-ce que vous me donnez de la donnée de bonne qualité? On va dire tant mieux, les experts comptables sont présents dans cette entreprise, 7 à 8 entreprises sur 10 dans le monde de la TPE-PE. Donc, du coup, je m'appuie sur eux et je leur propose ça. Je peux m'appuyer sur les CAC, parce que finalement, il y a des entreprises qui n'ont pas d'experts comptables, qui ont peut-être un DAF, je dirais, un peu créatif. Et donc, mon CAC, avant, il était là, il me permettait de faire un peu des choses. Maintenant qu'il est peut-être moins là dans cette PME-là, il peut me proposer une mission de CF. Donc, ça reste quelque chose qui peut encore exister. Je peux proposer à un tiers, et donc il y a des tiers, avocats ou autres, qui peuvent, je dirais, entrer en jeu. Oublions pas nos, entre guillemets, collègues des OGA, alors qui maintenant, du coup, ont plus, je dirais, l'avantage qu'ils avaient avant avec l'adhésion automatique, mais qui peuvent proposer, du coup, le CF, évidemment, et qui peuvent le proposer de manière naturelle. Et puis, donc, je suis dans cette logique-là.
Donc, cette logique-là, elle vise d'une certaine manière à me dire, je me réassure en termes de données entrantes. J'ajoute un dernier petit élément qui n'est pas neutre dans la réflexion, c'est que quand on fait de la prospective professionnelle, on voit bien que le monde des plateformes numériques va exister de plus en plus fort, que du coup, les éditeurs informatiques ou les plateformes multiservices de comptabilité vont se développer, qu'on aura donc de plus en plus de clients aussi qui utiliseront ces outils-là, sans forcément avoir d'experts comptables, et sur lequel, à un moment donné, il peut y avoir un discours qui est de dire, écoute, je te propose un ECF, parce que finalement, tu as peut-être un peu fait ta compta toute seule, hein, parce qu'avec l'automatisation comptable, parfois le client va se trouver à faire tout seul. Mais attention, si tu le fais tout seul en ne respectant pas un minimum de choses, tu as ton risque fiscal qui augmente. Donc, je te propose un ECF comme mission, hein, et comme tenant et aboutissant de la démarche. Donc, le propos, c'est qu'il y a un devoir de conseil minimum. Le devoir de conseil minimum, c'est qu'il faut expliquer aux entreprises qu'il existe en effet l'ECF et que ce n'est pas une mission légale, que c'est une prestation volontaire. Donc là, j'ai de la liberté en tant que client, je choisis ou pas de prendre. Et que du coup, si on montre un compte-rendu d'ECF, on explique au client les 10 points sur lesquels on est et sur lesquels formellement, je dirais, on a à se positionner. Et ça permet justement de réexpliquer la mission que l'expert comptable fait au quotidien, de la mission éventuellement d'analyse de la conformité. Rappelez-vous ce que j'ai dit au départ, cette logique de mission de conformité qu'il va falloir modéliser de plus en plus forte. La mission au quotidien de l'expert comptable, c'est aussi d'accompagner l'entreprise dans ses prises de décision, dans sa gestion, dans un certain nombre de choses. Donc, ça permet aussi parfois de bien réexpliquer le modèle. Bon, celui qui serait opposé à l'ECF, et comme je vous dis, il y a des confrères, je le sais, qui sont hors ADN ECF, très clairement, moi, ma recommandation de base, de toute manière, c'est qu'il y a un devoir de conseil. Il faut l'expliquer. Parce que, très clairement, le risque le plus important auquel on pourrait être confronté quand on n'a pas d'ECF, ou quand on ne fait pas d'ECF, c'est le cas de figure où vous auriez un contrôle fiscal sur un dossier et où ensuite, je vais prendre un exemple, mais je ne veux pas me fâcher avec les avocats, mais où un avocat ensuite mettrait en cause éventuellement la responsabilité de l'expert comptable en disant à son client, si tu avais expliqué que tu avais la possibilité d'avoir un ECF qui t'aurait permis de détecter ça, tu aurais pu corriger sans pénalité, sans rien, alors qu'il ne te l'a même pas proposé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le degré, entre guillemets, le plus radical de la réflexion. C'est que vous n'êtes jamais à l'abri de ça, c'est-à-dire de quelqu'un qui dirait vous ne me l'avez pas proposé et vous m'avez donc fait une perte de chance, puisque si vous me l'aviez proposé, moi je ne savais pas que vous aviez ça en magasin. Et donc en tant que professionnel, vous devez lui proposer. Donc le devoir de conseil, il existe à ce niveau-là, évidemment. Et puis évidemment, il existe à partir du moment où mon client va prendre un ECF, où je vais faire un ECF, et où je vais lui expliquer que oui, il y a des règles qu'il ne respecte peut-être pas très bien. Typiquement, par exemple, la conservation des documents. Comme je vous dis, à l'heure où la facture électronique va arriver, se pencher sur l'entreprise et dire OK, qu'est-ce que tu as bâti comme outil pour stocker tes documents, etc. C'est une discussion qui va être évidemment intéressante. Alors, dans les avantages que l'ECF peut avoir pour l'entreprise, comme on l'a dit, sécurisation des 10 points de contrôle. Ces 10 points-là, ils sont, je dirais, flashés. Comme je vous l'ai dit, dans les groupes de travail qui ont travaillé sur l'ECF à l'origine, on a quand même limité les nombres de points de contrôle, puisqu'il y en avait 50. Moi, je me rappelle que certains disaient, oui, mais après, est-ce qu'on ne met pas le pied dans l'engrenage, enfin la main dans l'engrenage, et qu'ensuite, on va se faire manger et qu'ils nous demanderont de plus en plus de points? Peut-être, peut-être que le CF s'enrichira, j'en sais rien. Ce que je constate, c'est que déjà 3 ans après, on a déjà toujours les 10 points de contrôle et il n'y en a pas eu de plus pour l'instant. Donc, autant déjà se focaliser là-dessus. Évidemment, pour l'entreprise, je pars du principe que le fait d'avoir un ECF est un élément qui sera, entre guillemets, favorable pour la programmation des contrôles fiscaux pour éviter d'être dedans. Et enfin, dernière remarque, alors là aussi, moi je vous dis, je ne suis pas un politique, donc je peux avoir un discours un peu radical, mais l'ECF peut être vécu aussi comme un système de, entre guillemets, de correction, alors je pèse mes mots, mais de correction d'anomalies fiscales. Ce que je veux dire par là, c'est que j'arrive sur un dossier où il y a eu des positions qui ont été prises historiques, qui sont peut-être pas tenables. Il y a eu éventuellement un loupé sur quelque chose. Vous le disiez, la qualité comptable, il faut se regarder des fois. Moi, je fais du contrôle qualité sur un paquet de cabinets en France. Je veux dire que des fois, je vois des trucs qui sont curieux, mais je veux dire, la nature humaine est comme ça, quoi. Et donc, je peux voir à un moment donné qu'il y a eu un loupé. S'il y a eu un loupé, l'intérêt vraiment de l'ECF, c'est que finalement, pas de pénalité d'intérêt ni d'intérêt de retard, pas de pénalité ni d'intérêt de retard. Je corrige, en fait. Je normalise la situation avec mon client. Alors, évidemment, si mon client ne veut pas normaliser, j'ai un sujet. Mais je veux dire, là, j'ai un sujet de déontologie. Je n'ai pas un sujet de CF. J'ai un sujet de déontologie. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut que j'ai en tête. Mais à partir du moment où je peux faire ça, là aussi, je dirais, rappelez-vous, j'ai quand même cette notion d'éventuelle perte de chance si je ne lui ai pas proposé. C'est-à-dire que si finalement,
n'importe quoi, mais j'accepte un nouveau dossier, je m'aperçois qu'il y a eu des erreurs dans le cabinet précédent et finalement, ça pourrait avoir un problème, bah, autant que je propose l'ECF, parce que de toute manière, si je ne le propose pas, si quelques années plus tard, il y a un problème, je vais être entre guillemets impacté, moi, en tant que tel, et puis deux, on pourra presque me dire, bah ouais, mais il y avait une paire de chances. Tu m'aurais proposé un ECF à l'époque, j'aurais pu corriger sans difficulté mon dossier. Donc voilà, je dirais le rôle qu'on peut avoir par rapport à ça. Si je récapitule avant de passer à la mise en place pratique, il y a quand même des raisons de le proposer ou de s'y intéresser en tout cas, indépendamment de l'aspect business. On peut y croire ou pas de façon business, mais il y a l'aspect, enfin je me suis noté, conformité, une sorte de contrôle qualité data en fait, pour se préparer à l'intelligence artificielle. Et l'aspect devoir de conseil, de toute façon, il ne faut pas se mettre en risque, ne pas mettre le cabinet en risque. Bah, de toute manière, il y a en effet cette dimension. En fait, pour moi, il y a vraiment 3 dimensions dans l'ECF, et je vous dis qui sont impactées et à prendre en considération. La première dimension, c'est que moi-même, si je veux faire demain du conseil, si je veux développer des missions de suivi de plein de choses, j'ai besoin d'être sûr que les données qu'on rentre sont de qualité. Donc, en fait, finalement, en effet, ce contrôle de data, qu'il soit pour moi, qu'il soit pour l'administration, il va devoir exister. Et donc, je suis obligé de l'avoir. Donc, à la limite, me pencher sur la question pour chacun de mes clients, c'est un sujet et ça me permet de le voir. Deuxième remarque, au niveau du coup collectif de la profession, l'intérêt que je fasse quand même mon ECF, d'une certaine manière, rejoint peut-être le propos de notre confrère. Je vais peut-être finalement remonter en qualité là où parfois j'ai peut-être baissé en qualité. Et très clairement, si j'ai baissé en qualité, vaut mieux que de moi-même je le sache au niveau de mon cabinet, au niveau de ma profession, plutôt que d'attendre que quelqu'un de l'extérieur vienne me le dire. C'est en gros que quelqu'un qui contrôlerait mes flux vienne me dire, bah, c'est vous qui n'êtes pas bon là-dessus. Et puis, la troisième remarque, c'est que oui, de toute manière, vis-à-vis de l'entreprise, je lui procure un avantage éventuellement en la sortant de la liste, ou en tout cas en lui donnant un atout pour être peut-être moins sur la liste des dossiers qui seraient éventuellement contrôlables ou contrôlés. Donc, ça fait en effet partie vraiment des éléments qu'il faut avoir en tête. Donc, ce qui veut dire que vraiment la posture, et c'est pour ça que je dis les choses évoluent quand même un peu avec le temps. C'est-à-dire que quand l'ECF est arrivé, le débat dans la profession, en effet, il était assez radical pour dire oui, mais attends, c'est une remise en cause parfois du travail que j'ai fait, etc. Et c'est vrai qu'en première lecture, on peut voir ça. Après, en deuxième lecture, il faut quand même se dire que, je vous dis, avec l'arrivée de la facture électronique, avec l'automatisation, avec l'importance que vont avoir les qualités des fichiers qui rentrent, d'une certaine manière, pourquoi pas m'en servir comme finalement un atout pour pouvoir à la fois réassurer mes clients et réassurer ma structure de cabinet, quoi. J'avais juste une question sur, enfin c'est pas moi, c'est Laure là dans le chat qui pose la question. À partir du moment où un ECF sur un client conclut au respect des 10 points, je me vois mal le faire chaque année. Est-ce que vraiment il faut le faire chaque année? Alors, là, il y a une politique, je dirais, ce qui va rejoindre la logique de mise en place. En fait, je ne suis pas obligé de le faire tous les ans, puisque c'est une prestation qui est contractuelle. Je fais ce que je veux. Donc, du coup, je ne suis pas obligé de le faire tous les ans. Il y a des confrères qui vont dire qu'ils le font tous les ans parce qu'ils l'instituent dans, entre guillemets, la nature du travail qui est réalisé par le cabinet. C'est pour ça qu'on va parler tout à l'heure d'expérience de confrères pour illustrer ça. Après, il y a des gens qui mettent ça dans une politique de, par exemple, tous les 3 ans. Pour se dire, finalement, si je suis dans une logique d'optimisation de ma logique fiscale, je le fais tous les 3 ans. Puis il y en a qui le font ponctuellement en se disant, c'est l'occasion de faire un check-up de l'entreprise. Mais c'est vrai que là, on est dans le purement contractuel, quoi. Très bien. Bon, écoute, il est 10 heures, donc il nous reste 30 minutes pour la partie mise en place pratique. Ouais. Concrètement, comment est-ce qu'on met en place un ECF au sein de son cabinet? Alors, concrètement, et ça c'est important parce que, j'allais dire, c'est là qu'il faut qu'on ait vraiment une posture, nous, de mise en place de nouveaux services et d'offres de services. Et franchement, comment dire, là aussi, pour faire écho à ce que nous disait notre confrère tout à l'heure dans la salle, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on fait naturellement, mais qu'on ne met peut-être pas suffisamment en avant, qu'on n'explique peut-être pas forcément à notre client, qui font qu'à un moment donné, on a intérêt à peut-être repenser le design de nos offres de services. Comme on l'a dit, dans la facture électronique, moi, l'opportunité que je vois véritablement pour les cabinets, il y a évidemment des opportunités technologiques, il y a plein de choses, mais il y a surtout une opportunité de qu'est-ce que je fais dans mon offre de service, comment je redesign mon offre de service. Rappelez-vous ce qu'on s'était dit, je crois, au mois d'octobre ou de novembre, on avait dit l'été 2023, c'est un été 2023 où les cabinets devraient se dire, OK, dans mon offre de service, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je veux faire et vers quoi je vais. Donc là, très clairement, quand je redesign une offre de service, le redesign de l'offre de service, ça passe par, en effet, par exemple, l'offre de service conformité.
Et donc, l'offre de service conformité, à l'intérieur de cette offre de service conformité du cabinet, je vais avoir la mission ECF, qui va être un élément de l'offre. Donc, c'est ça qu'il faut que je réfléchisse, mais ce n'est pas forcément la seule. L'offre de service conformité, ça peut être aussi, par exemple, je vous dis, d'archiver vos factures dans un système d'archivage à valeur probante et de dire donc du coup au client, désormais, il faut le faire. Ça viendra compléter l'offre de service ECF, mais à un moment donné, ça existera en tant que tel. Donc, si je design une offre de service ECF, qu'est-ce qu'il va me falloir comme brique, évidemment, fondamentale ? Une lettre de mission. Alors là, bonne nouvelle, l'institution a fait des exemples de lettres de mission, donc vous pouvez les trouver sur les sites institutionnels. Et puis, bonne nouvelle aussi, la lettre de mission, là, du coup, elle est, entre guillemets, purement contractuelle. Elle est assez, je dirais, souple en termes d'éléments. Alors, il y a des éléments qui sont obligatoires. On doit reprendre les 10 points de contrôle. On doit préciser qu'on fait les 10 points de contrôle. Vous ne pouvez pas en ECF me dire j'en fais 3 parce qu'il y en a 7 qui me paraissent un peu scabreux et donc je ne les fais pas. Non, votre lettre de mission ECF, c'est les 10 points de contrôle sur lesquels vous allez conclure. Par contre, il y a un truc qui est très original dans l'ECF. Et celui-là, moi, je me rappelle parce qu'il m'a marqué. Et là aussi, sans trahir de secret, c'est venu par le ministère de la Justice. C'est que dans la discussion qu'on avait eue à l'époque sur ces sujets-là, il y avait la question de la tarification et donc de la responsabilité contractuelle par rapport à l'ECF. Donc, vous allez faire une lettre de mission, vous allez avoir 10 points et vous allez tarifer chacun de ces points. Et là, c'est intéressant parce que si demain, votre ECF donc, a confirmé que tout était OK, que finalement, il y a un contrôle fiscal et que finalement, à l'occasion de ce contrôle fiscal, on s'aperçoit que la conservation des documents, ce n'était pas bon. Et que donc, du coup, évidemment, votre client remet en cause la prestation que vous avez faite sur ça. Le truc très original de l'ECF, c'est que votre responsabilité est limitée au remboursement du montant des honoraires. Alors, tenez-vous bien, parce que ça, c'est quand même fort. Au montant des honoraires que vous avez tarifés pour ce point-là. Ça, c'est hyper, entre guillemets, innovant. Moi, quand je me rappelle, j'ai failli tomber de ma chaise quand le ministère de la Justice nous a expliqué que c'était possible de faire ça contractuellement. Et donc, en fait, c'est comme ça que c'est conçu. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai un ECRF, admettons, à 1 000 €. Un truc simple, 1 000 €, 10 points, donc chaque point vaut 100 €. J'ai mis chaque point vaut 100 €. Je suis remis en cause sur 2 points, par exemple, exigibilité de la TVA et régime de la TVA. Eh ben, ma responsabilité est limitée aux 200 € d'honoraires que j'ai donc eu par rapport à cette ECF qui a été réalisée. Bon, évidemment, ça n'empêcherait pas que si vraiment je n'ai pas fait mon boulot d'expert comptable, un avocat dise votre boulot a été mal fait sur ces points-là. Mais en tout cas, pour la mission ECF, je suis limité à ça. Donc ça, c'est assez quand même innovant et assez intéressant parce que ça veut dire aussi que quand on fait de la mise en place de CF, on peut réfléchir aux points qui, selon la gamme de tarifs qu'on va proposer le CF, c'est comme ça que font les cabinets qui le font, sont les points peut-être les plus risqués et donc qui sont peut-être les moins cotés en termes de valeur. Alors là, c'est un choix, ou à l'inverse, je les surcote ou je les sous-cote, mais en tout cas, je peux designer ma lettre de mission par rapport à ça. Bon, dans ma lettre de mission, évidemment, c'est contractuel. Donc, mon client va me dire, OK, c'est bon, je te signe cette lettre de mission et je conserve évidemment ma lettre de mission et je ne rentre pas en mission sur un ECF sans avoir fait, évidemment, une lettre de mission. J'ai un caractère de tacite reconduction qui peut se mettre en place si je le fais souvent. Ensuite, j'ai des outils pour réaliser la mission. Alors, comme je vous l'ai dit, les outils, aujourd'hui, quand un cabinet veut faire de l'ECF, il s'équipe d'un outil. Conforme expert pour ce qui est d'ECMA, donc l'institution, enfin la filiale numérique de l'institution. Il y a des outils du marché, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque outil. Ça, vous retrouverez des benchmarks, je pense, sur la place publique de ces outils-là. Ce qui est important, c'est de s'équiper d'un outil, parce que, en gros, si je veux faire de l'ECF, il faut quand même, je vous dis, que je rentre un peu dans des choses de fichiers. Et donc, ces outils-là, généralement, ils sont tous conçus de la même manière. Vous importez du coup un FEC. À partir de là, vous avez une batterie de contrôle sur la forme. Ensuite, vous avez une batterie de contrôle sur le fond. Et à partir de là, vous avez un rapport qui est automatique. Pourquoi ça, c'est intéressant ? C'est parce que ça me permet de faire éventuellement de l'ECF à blanc. C'est-à-dire qu'à la limite, je peux me dire, sur tel dossier, j'ai un doute sur le fait que ça vaudrait le coup de faire un ECF ou pas. Est-ce que j'ai vraiment beaucoup d'écart par rapport au cahier des charges ? Je teste et puis je vois. Et je vois ce qui est important. L'autre remarque, c'est que la plupart des outils, à ma connaissance aujourd'hui, fonctionnent avec en fait, ce qu'on appelle des jetons, des coûts au dossier. Donc, du coup, c'est assez peu engageant quand même pour le cabinet. Alors, évidemment, il y a parfois des socles minimaux d'engagement, mais je veux dire, je peux quand même y aller, faire une année des ECF et puis peut-être l'année après décider de changer d'outil ou de voir. On n'est pas sur des outils qui sont liés, je veux dire, à votre logiciel comptable. On est le plus souvent sur des outils qui sont greffés en complément. Ou le tester sur le dossier du cabinet. Ou le tester, par exemple, sur le dossier du cabinet, ce qui est aussi une très bonne idée. Et puis enfin, dernière phase, c'est la restitution de la mission.
Alors là, je rejoins ce que disait aussi notre confrère tout à l'heure, c'est que moi, je suis désolé, si je me retrouve dans une réunion à un moment donné où on me dit il faut un ECF, je peux me dire que je suis le meilleur expert comptable du monde, mais je me dis aussi que c'est que mon message n'est pas passé. C'est que la société, dans son ensemble, n'a pas reconnu ma valeur. Et si je fais cette analyse-là, c'est que je me dis, probablement, quand j'ai restitué ma mission à l'écosystème, et quand je dis l'écosystème, c'est mon client, c'est l'administration fiscale, c'est peut-être le monde bancaire, c'est peut-être les associés d'une entreprise. Hein. Moi, par exemple, je suis associé dans certaines startups. Je veux dire, des fois, personne vient me dire, au fait, on a un expert comptable, et cet expert comptable, il a fait un contrôle de choses et garantit d'une certaine manière que ça tourne. Je veux dire, des fois, je me dis, je fais confiance au gérant, parce que le gérant me dit, voilà, on a déposé des comptes, on a une attestation, mais au final. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il ne faut pas négliger, à mon sens, dans la question de l'ECF, c'est la restitution. C'est-à-dire que si je fais un ECF, ensuite, il faut que je l'explique à mon client. Ça, c'est évidemment le premier livrable. Évidemment, je vais le restituer à l'administration, puisque du coup, je vais le télédéclarer. Lui, l'administration va l'avoir. Mais peut-être aussi que vis-à-vis, je vous dis, du reste de l'écosystème, j'ai intérêt aussi de le dire. Peut-être que j'ai intérêt aussi de le dire aux associés de l'entreprise qui sont là. Peut-être que j'ai aussi intérêt de le dire aux banquiers en complément de mes travaux, en disant, au fait, sachez qu'il y a un ECF sur ce dossier. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on souffre globalement, pour la profession française, d'un manque de mise en valeur de nos sujets de livrables. Et si vous voulez, moi, ça fait maintenant 25 ans que je suis dans la profession, mais comme je dirige une revue qui a maintenant presque 45 ans, j'ai tous les historiques de nos articles et je relis souvent ça. Et je me dis, en fait, régulièrement, on a des crises de légitimité qui parfois se terminent mal. Si vous prenez le cas du commissaire aux comptes, je suis désolé, mais dans la discussion sur le commissariat aux comptes, à un moment donné, si on s'est retrouvé dans la situation où on s'est retrouvé, c'est parce que probablement, on n'a pas pu montrer suffisamment la valeur pour la TPE, PME d'un commissaire aux comptes. Et donc, si vous regardez la politique qui est menée aujourd'hui par la compagnie, ils essayent de remonter évidemment fortement cette valorisation du CAC et c'est tant mieux. Mais ça veut dire aussi que pour l'expert comptable, on n'est pas à l'abri de ça non plus. Hein. Je veux dire, à l'heure où demain, les plateformes numériques vont débouler et vont dire on fait automatiquement votre liasse, on fait automatiquement vos informations, etc. C'est vrai que le fait de pouvoir dire oui, mais attendez, moi je suis un expert comptable et ce n'est pas que de l'automatisme, il y a de l'analyse critique, il y a du chemin critique de compte, etc. C'est quand même important. J'étais jeudi dans une conférence avec un confrère italien que j'aime bien sur la facture électronique. Il disait quand même, c'est vrai qu'un des problèmes de la facture électronique en Italie, on ne va pas se le cacher, c'est que maintenant que l'administration reçoit quand même beaucoup de factures en automatique et commence à faire les TVA en automatique, etc., c'est que il commence à y avoir un débat au sein de l'administration fiscale italienne qui est est-ce qu'on pourrait percevoir les liasses en direct et est-ce qu'on a vraiment besoin, entre guillemets, de professionnels par rapport à ça. Et donc, je veux dire, c'est à nous aussi, à un moment donné, de montrer la légitimité des contrôles qu'on fait. Donc, c'est pour ça que je pense que le sujet de la restitution de la mission, il n'est pas neutre et il doit vraiment être traité quoi, en termes d'éléments. Donc ça, c'est pour moi vraiment les éléments de mise en place pratique, je dirais, qui vont conduire à mettre en place de l'ECF. Non, pas de remarque. Justement, il y avait une question, mais qui portait sur la fameuse question du tarif. Alors voilà, bon, alors après, la question, c'est qu'on est à N+3, hein, donc on va dire à la 3e année de l'ECF. Bon, première remarque, on l'a vu, les chiffres, ils ne sont pas fantastiques. Mais je le dis pour nous collectivement, parce que là, aujourd'hui, en effet, avec un discours plutôt pro-ECF, il faut quand même comprendre que je pense que du côté de Bercy, regardons aussi, est-ce que ce truc-là, c'est un succès, est-ce que ce n'est pas un succès, etc. Est-ce que si ce n'est pas un succès, est-ce qu'il ne faut pas un autre truc qui me permet de me garantir que mes données qui rentrent sont de bonne qualité? Et quel truc? C'est là que des fois, je me fais peur, mais je veux dire, c'est vrai qu'à un moment donné, il peut y avoir ce genre de réflexion. Donc il faut se dire, bon, comment ça a été vécu jusqu'à présent? Donc aujourd'hui, ce qui est vécu sur le marché, c'est qu'on a vraiment plusieurs politiques. Et je vous dis, de mon observatoire de la profession comptable, où on regarde un peu ce qui se passe sur le marché, on voit plusieurs choses. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est entre guillemets les OGA, qui ont essayé parfois de se trouver une mission complémentaire, court terme, pour leurs clients, etc., et qui ont eu tendance à parfois proposer des ECF à des prix ultra bas, voire, je dirais, limite raisonnable, si je suis très gentil. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu sur le marché, notamment français et
de France, parfois des trucs à 75 € le CF, entre 75 et 150 €. On a même vu des gratuités parfois. Voilà, il y a même eu des acteurs qui ont plongé dans parfois des volontés de gratuité. Donc, genre ça, c'est une politique qui est très agressive et qui, a priori, je dirais, est quand même problématique parce qu'il faut quand même mettre en face un temps passé et une valeur. Donc, vous le savez, hein, si vous ne vendez pas quand même votre valeur, il y a quand même un sujet. Donc ça, on va dire, c'est un épiphénomène qu'on a constaté. Après, sur les cabinets, on n'a pas vraiment constaté ça, nous, sur les cabinets. Sur les cabinets, on a constaté, par contre, qu'il y avait vraiment 3 attitudes, ou 4 attitudes. Allez, je vais faire 4 attitudes. La première attitude, c'est le cabinet qui dit, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. En fait, j'en parle pas. C'est probablement la plus fréquente aujourd'hui en France. Je n'ai pas de statistiques nationales massives, mais si je prends les 110 000 entreprises de Wimcash Cossé au regard des liasses déposées, ça veut dire que quand même, probablement que beaucoup de cabinets n'en ont pas parlé ou ont fait ceux qui n'en parlaient pas auprès de leurs clients et donc, dont acte, ils sont dans cette situation-là. Avec un risque. Enfin, juste pour rappeler ce que tu as dit. Moi, je dis juste que, après, chacun est libre. Hein, on est dans une économie non administrée, donc chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que je dis, il y a quand même, en gros, minimum 3 risques. Le risque client, le risque qualité de mon travail et le risque contrôle à terme, quoi. En fait, voilà les 3 grandes zones de risque que j'identifie, moi, pour celui qui fait rien. Donc, certainement, le plus radical, c'est tout de suite le client, parce que le client pourrait me le reprocher, etc. Et puis après, je vous dis, les autres, à mon avis, on va les gérer dans le temps. Mais ils sont là. Bon, ça, c'est une. Et j'allais dire, à la limite, dans celui qui ne fait rien, moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment de savoir celui qui ne fait rien, parce qu'il a vraiment décidé, il a des arguments. Par exemple, il se dit, je fais du conseil agressif, etc. Et dans ce cas-là, je lui dis, mais pousse ton raisonnement jusqu'au bout, quoi, par rapport à la profession. Pousse ton raisonnement jusqu'au bout, parce que sinon, tu risques d'avoir des illusions un jour ou l'autre. Et donc, voilà. De celui qui ne s'est pas posé la question, tout simplement parce qu'il n'a pas le temps, etc. Et qui, là, du coup, a besoin de refaire le point sur sa stratégie ECF. Ce que tu disais, c'est qu'on peut ne pas être convaincu par le CEF, ne pas avoir envie de le faire ou pas les ressources, etc. Mais on peut quand même en parler et simplement informer son client que ça existe. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je ne le fais pas, mais bien sûr. Et dire éventuellement, je travaille avec quelqu'un qui le fait, si vous en souhaitez un, etc. Enfin, je veux dire, il y a des politiques qui peuvent vraiment. C'est pour ça que je dis, il y a une stratégie, quoi, par rapport au sujet. C'est pour ça que je dis, dans ceux qui ne font rien, c'est est-ce que j'ai une stratégie ou est-ce que j'ai en fait subi, quoi. Et je n'ai pas fait vraiment de stratégie. Ensuite, il y a ceux qui ont décidé de le proposer. Alors là, du coup, avec une tarification. Bon, aujourd'hui, souvent, ce qu'on voit, c'est des packages sur le marché. Donc, package en fonction de la taille de l'entreprise. Alors, en gros, il y a des trucs qui commencent à 300, 350 €. Vous êtes une TPE, PE. Ensuite, il y a des trucs qui sont à 750 €. Et puis, des fois, il y a des trucs à 1500 € en termes de grandes familles. Et là, du coup, j'ai marketé une offre, souvent en fonction, en effet, donc, de la taille de l'entreprise ou du secteur ou de la complexité du secteur. Et je propose à mon client ça. C'est-à-dire, en gros, je lui écris, je lui dis, voilà, il y a une nouvelle mesure imposée par, en effet, le texte 2021 et la loi de finances 2020. Vous avez l'ECF. Si vous voulez, je vous le propose. Voilà les avantages, voilà éventuellement les inconvénients, mais en tout cas, j'essaie de plutôt porter les avantages. Et voilà ma tarification que je vous propose. Du coup, ça renvoie la balle au client qui se retrouve dans une posture, entre guillemets, de choix. C'est le client qui choisit ou pas de faire. En tout cas, ça dégage le devoir de conseil de l'expert comptable. J'allais dire, là, si je suis un cabinet qui a réfléchi un peu à la question, j'aboutis réellement souvent à une réflexion de ce type-là. C'est-à-dire à dire, je circularise tous mes clients, je leur propose, ils prennent, tant mieux, ils ne prennent pas, tant pis, etc. J'ai presque tendance à dire, il va falloir quand même que je leur circularise régulièrement. Parce que c'est pas parce que je l'aurais fait une fois en 2020 que je peux me dire, c'est bon, je suis dégagé du truc. Peut-être que tous les 2-3 ans, je peux le faire. Peut-être que dans les fiches que j'ai à l'accueil de mon cabinet, je peux le faire. Peut-être que dans le guide que j'envoie à mes clients, je peux le faire. Bref, il faut que j'ai ça. Ça, c'est, je dirais, la posture numéro 2. Ensuite, on a une posture numéro 3. Alors, il y a des cabinets en France, ça va peut-être vous défriser quand je dis ça, mais qui ont décidé de dire, voilà, je propose le CF de manière quasi obligatoire à tous mes clients. Donc, c'est un cabinet que je ne citerai pas, mais par exemple, je connais très bien, 5000 clients, courrier, vous êtes dans telle tranche, l'ECF arrive, voilà tous les avantages d'un ECF. Si vous respectez cet ECF, si vous voulez qu'on ne fasse pas l'ECF, vous nous dites. Sinon, on le fera parce qu'on considère que pour vous, c'est un avantage puisqu'il vous permet de sortir de la liste éventuellement, entre guillemets, des contrôleurs, etc. Et qu'en plus, du coup, vous avez d'une certaine manière une réassurance. Et on vous facturera ça entre, alors selon la taille, 350, 700, 1000 €. Et j'envoie ça à tous les clients. Bon, je veux dire, chacun est libre de son offre, mais la statistique, c'est qu'à 77%, les clients ont payé. Quand vous avez 5000 dossiers,
300 € par dossier fois 77%, vous avez un... Et quand vous discutez avec le patron de ce grand cabinet, il vous dit, mais ce que vous m'avez dit, hein, mais nous, on est hyper carré, on faisait notre boulot. La loi nous dit, je t'offre une nouvelle mission sur un plateau. Je la propose à mon client. Si je ne lui propose pas, je me fais croquer. Part à côté le CGA qui le propose à 200 balles et qui va me demander les dossiers, qui va me demander les pièces, qui va me demander machin, autant que je le fasse. Bon, bah, je veux dire, alors après, c'est vrai que ça défrise un peu quand on dit ça, parce que je vous dis, on a plusieurs cas comme ça, mais je veux dire, c'est vrai qu'à un moment donné, vous alignez les chiffres. Hein. Si j'ai 5000 dossiers et que j'en ai 70% qui prennent ça à 300 ou même 400 €, ça fait... Donc ça, c'est la posture généralisation. J'allais dire, c'est la posture, si j'allais au bout de ma logique, hein, je dirais c'est un peu la posture anglo-saxonne, hein, et c'est pas un anglo-saxon, hein, mais c'est la posture anglo-saxonne de dire il y a une opportunité, il y a un marché, il y a un client qui a un avantage, parce que si le client avait aucun avantage, je serais peut-être un peu mal à l'aise. Mais à partir du moment où j'apporte un avantage, parce que le pire dans cette situation-là, il faut bien le comprendre, c'est quand même que ce cabinet-là, il apporte quand même un avantage à son client, et en plus, il limite ses risques, hein, puisque du coup, ceux qui vont refuser, c'est ceux qui lui ont écrit pour lui dire qu'ils ne veulent pas. Donc, je peux vous dire que derrière, s'il y a un contrôle fiscal, il va être quand même un peu costaud pour dire, attendez, moi, je leur ai proposé l'ECF, je leur ai proposé, ils n'ont pas voulu. Donc, qu'on ne vienne pas trop me chatouiller sur la perte de chance et sur le machin. Donc, ça, c'est la posture un peu large. Juste, il y a un truc que tu as à peine évoqué là, mais qui est super intéressant, je trouve, c'est en termes de risque. On peut se retrouver avec des acteurs en face qui vont brader l'ECF et qui vont demander les pièces au cabinet. Ah bah ça, c'est clair. Donc là, on va faire le travail sans le percevoir. Ouais, la profession réagit souvent par... Alors, bon, il se trouve que nos amis de Doga, que j'aime bien, c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup de problèmes en ce moment, hein, avec la loi, évidemment, qui ne les a pas favorisés, malgré tout le lobbying qu'ils ont fait. Donc, c'est vrai qu'ils sont un peu... Voilà, ils cherchent un peu. Mais au moment où l'ECF s'est mis en place, on a vu quand même des attitudes qui étaient très, entre guillemets... borderline, enfin moi en tout cas de mon observatoire de marché, c'est-à-dire que je vous dis, j'avais quand même des confrères qui m'appelaient, qui me disaient bah attends, c'est emmerdant parce qu'on a l'ECF qui est fait par en effet peut-être un tiers type OGA, et en gros ils l'ont bradé, et en plus ils nous demandent toutes les pièces, et en plus ils vont faire un compte rendu négatif de non-conformité. Donc en plus, là je veux dire, c'est le cercle vicieux dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'administration va recevoir un ECF qui n'est pas conforme sur un dossier truc, et donc peut-être que demain je vais me faire encore plus contrôler sur ce dossier-là, parce qu'en plus je sais, d'où l'intérêt, à mon sens, d'être acteur, quoi. C'est pour ça que je dis on subit ou pas, quoi. Si je veux être acteur, bah, je prends une stratégie. Je vous dis, stratégie 1, je ne veux pas forcément en faire des tonnes, j'informe et je dis je reçois votre demande. Stratégie 2, j'industrialise, et du coup, je développe une culture ECF dans mon cabinet. Et alors, je vais au bout de la démarche, je travaille, je dirais tout mon portefeuille, et j'en fais une vraie opportunité de business et du coup de chiffres pour moi. Et j'induis quand même, et j'insiste là-dedans, j'induis quand même dans l'esprit de mon client, et je pense que c'est important de le faire, c'est pour ça que j'ai démarré sur un monde risqué de la conformité, qu'il y a des missions complémentaires qui demandent une tarification complémentaire, qui ne sont pas un mixte de compta, plus de liasses, plus de machin. Non, à un moment donné, j'induis que bah oui, cette mission-là, elle peut coûter, je dirais, un peu plus, parce qu'on me demande de faire des choses complémentairement et d'engager un peu plus ma responsabilité. Et puis après, il y a le quatrième modèle. Le quatrième modèle, il est assez étonnant parce qu'il vit de manière un peu anarchique sur le marché, mais en gros, c'est l'ECF ponctuel vendu très cher. On a des cabinets qui vendent des ECF. Moi, j'en connais qui en ont vendu jusqu'à 9 000 € sur des ETI, sur des belles ETI, donc boîtes de plus de 500 personnes, etc. Mais sur lesquelles, en fait, il y a une mission pour revalider tous les 10 points qui étaient là. Alors, ce n'est pas le quotidien, ce n'est pas tous les jours, mais ils ont une approche qui n'est pas une approche « je généralise l'ECF pour tous mes clients », c'est une approche « je sélectionne dans mon portefeuille des boîtes qui sont un peu costaudes, qui ont des risques peut-être particuliers ». Et à la limite, d'une certaine manière, je me réassure aussi moi en tant qu'expert comptable en intervenant chez eux, en m'assurant que des points sont là. Et donc, des fois, c'est des ECF à 4 000, à 5 000, à 9 000 € qui sont vendus pour ces entreprises-là. Donc ça, c'est vraiment la gamme entière de tarifs. Le plus fréquent et le plus probable, c'est que sur le monde de la TPE, je sois sur des forfaits entre 300 et 500 € pour dire, voilà, je vous ajoute un ECF dans la corbeille et je vous le propose. Après, je vous dis, le fait de dire, c'est ça, et si vous me dites non, je l'enlève, ou c'est ça, et vous me dites oui, c'est vraiment un choix, mais c'est une industrialisation, quoi. Alors, ça amène à la team.
Parfait, c'est impeccable. Merci. Donc, Stéphane. non, je dis ça amène à la team parce que alors là, par contre, il y a une réflexion qui peut être faite. Et c'est là peut-être que c'est le point qui peut être là aussi un point de réflexion stratégique aussi par rapport à ce que nous disait notre confrère sur la qualité des dossiers. Il y a là aussi 3 approches. Il y a l'approche, j'organise rien et tout le monde se débrouille. Il y a l'approche, le collaborateur qui fait le dossier comptable et celui qui fait le CF. C'est-à-dire, en gros, il a la connaissance du dossier. Donc, en fait, il fait au fur et à mesure, une fois que je l'ai formé, enfin, qu'il a été formé, évidemment, une fois qu'il est formé, il fait son contrôle de CF avec l'outil qu'on a pris au cabinet et du coup, je fais. Et puis, j'allais dire, il y a l'approche spécialiste, ce que j'appelle spécialiste mission. Je ne sais plus si on avait parlé dans les profils collaborateurs. Nous, on a une logique aujourd'hui de dire il y aura les data contrôleurs pour la facture électronique, il y aura les spécialistes mission. Et il peut y avoir un spécialiste mission cabinet ECF qui, du coup, fait la mission ECF sur les dossiers du cabinet, mais de manière, je dirais, indifférenciée par portefeuille. Et qui, du coup, apporte une valeur ajoutée qui peut être intéressante pour le cabinet, qui est de se réassurer. Dans pas mal de cabinets, je dirais, un peu dynamiques sur le CF, c'est une stratégie qu'ils ont eue. C'est-à-dire, en gros, de dire, on met en fait une équipe ECF qui apporte en fait sa pratique, etc., et qui finalement me fait un peu du contrôle qualité interne, hein, parce que d'une certaine manière, par rapport à ce que vous disiez, on avait au moins un point d'accord, mais le point d'accord, c'est que c'est vrai qu'on ne peut pas dire que le niveau global des collaborateurs se développe, mais pour plein de raisons, parce que je pense qu'on ne les forme pas aux bonnes choses, pas aux bonnes approches. Bon, bref. Donc, c'est vrai que le risque qu'on a, c'est qu'à l'heure où l'engagement est difficile, hein, des collaborateurs, où on ne se projette plus à 30 ans dans un cabinet, on se projette à 2 ans, c'est vrai que la qualité peut se perdre quand même sur les dossiers techniques. Donc, le fait de dire à un moment donné, je mets en place une cellule ECF, cette cellule ECF me check mes dossiers, d'ailleurs, bon ou pas bon, c'est-à-dire qu'à la limite, ça peut être des ECF à blanc qui ne sont pas envoyés ou ça peut être des ECF finaux qui seront envoyés, c'est une approche qui peut être intéressante. Alors, évidemment, ça s'est complété, ça, souvent, de cabinets qui parfois avaient aussi des équipes audit qui, du coup, avaient un peu moins d'audit. Et parce que le marché de l'audit, quand même, sur les petits mandats, on a 6 ans quand même pour que l'effet de sortie se sente. Donc, quand vous êtes un petit cabinet, que vous aviez un type qui faisait un peu de l'audit, qui y en aura peut-être moins demain pour lui, le mettre sur cette mission de conformité ECF, c'est une première brique, quoi. Et il peut se mettre à tourner, je dirais, sur des ECF. Et puis, finalement, il va retrouver, je dirais, des points d'audit qui vont être importants au fur et à mesure du temps. Surtout qu'on peut penser que l'ECF va se compléter de certains points, comme je disais. Et donc, du coup, pour nous, en tant qu'auditeurs, ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est vraiment les profils types qu'on peut avoir des collaborateurs, sachant que, évidemment, pour ça, il faut se former. Et là, j'allais dire, c'est pour ça que je dis sur le marché, vous allez chez Sup Expertise, vous allez vous former à l'ECF, puis vous savez faire un ECF, quoi, vous équiper d'un bon outil, et puis voilà. Mais il faut une démarche proactive, parce que si je n'explique pas, même dans le cabinet, qu'éventuellement, il y a un collaborateur qui va se mettre à faire l'ECF, les autres peuvent le voir comme un contrôleur en plus. Là encore, je crois que dans cette saison, je ne sais pas, parce que je fais pas mal d'ateliers un peu partout, donc je me mélange un peu parfois. Mais moi, je dis souvent chez les data contrôleurs, par exemple, dans la facture électronique, on va faire naître, il y a les data contrôleurs, ceux qui font l'intégration des flux, puis on va avoir au-dessus, forcément, des data contrôleurs contrôleurs. Ce que je veux dire, en gros, les gens qui vont contrôler que l'intégration des flux était bien faite. Notre spécialiste CF, il a quand même au moins pour les 5 premiers points un peu ce rôle-là, quoi, vérifier que les flux sont bien traités et qu'ils rentrent bien. Très bien. En termes de timing, il nous reste peu de temps, donc là, je fais la transition avec la dernière slide, puisque une objection qu'on a souvent sur ce sujet, c'est de dire, mais quand je vais aller voir mon client pour lui présenter tout ce que tu viens de dire, la première chose qu'il va me dire, mais vous ne le faisiez pas déjà tout ça? Donc, comment est-ce qu'on lui parle de cette mission? D'abord, objectivement, on lui explique que le monde se complexifie au lieu de se simplifier. C'est pour ça que j'ai démarré par ça, en fait. C'est pour ça que je dis le monde est risqué et devient de plus en plus complexe. Vous savez, c'est vraiment, alors ça fait un peu tarte à la crème de dire ça, mais c'est un peu le VUCA, là, vous savez, qu'on utilise souvent, un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, qui a été théorisé par l'armée américaine dans les années 90, mais qui est exactement celui-là. C'est-à-dire, en fait, on est dans un monde qui est de plus en plus complexe. Donc, monsieur, je fais en effet votre comptabilité, mais parfois, il peut y avoir des opérations qui nécessitent un peu plus de regarder, la conformité. Les textes deviennent de plus en plus complexes, donc il faut vous aider à les décrypter. Donc ça, j'essaye de lui expliquer ça. Donc ça, c'est la première étape. Je lui vends la valeur ajoutée, c'est-à-dire que très objectivement, moi, pour avoir débriefé les gens qui vendent de l'ECF un gros bouillon, quand on les débriefe avec eux, ce qu'achète le client, c'est l'idée
qu'éventuellement, il n'est pas dans la liste des contrôles fiscaux. Alors, il faut être prudent. Mais je veux dire, moi, si vous me dites, franchement, je suis chef d'entreprise et vous me dites, bah, grâce à ça, tu as peut-être une chance d'être un peu moins contrôlé que si tu n'es pas dedans. Bah, écoutez, si le prix est raisonnable, je serais un peu bête de ne pas prendre cette chance-là. Hein. En tout cas, ça sera en tout élément. Et donc, il faut quand même leur vendre cette valeur-là. Je vous dis, ce n'est pas la valeur que vendra la DGFiP. Hein. Ça, c'est clair, mais c'est quand même un élément de valeur ajoutée. Et puis, j'allais dire, l'intérêt surtout du storytelling, c'est d'aller discuter avec mon client de ce sujet-là. Parce que quand je vais aller discuter avec mon client de ce sujet-là, peut-être qu'il va y avoir plein de choses qui vont apparaître en plus de l'ECF. Peut-être que je ne vais pas faire l'ECF, mais peut-être que je vais faire une mission. Ce que je vous disais dans un des premiers ateliers, hein, peut-être que ma première mission, ça va être de vérifier que l'archivage, la mise en place des process, ça tient la route quoi, dans cette boîte-là. Et donc, voilà. Dernière remarque, on a quand même une fenêtre de tir, c'est pour ça que je suis là, hein, on a une fenêtre de tir facture électronique qui est fabuleuse. Objectivement, on voit bien que les entreprises, en ce moment, ce n'est pas leur problème, là, à court terme. Ça va le devenir à partir d'octobre-novembre. Hein. La campagne de com de l'État va être lancée, on va avoir des spots à la télé, tout ça. Bon, je veux dire, quand vous allez commencer à expliquer aux clients la réforme de la facture électronique, on voit que c'est quand même complexe. Il va falloir leur expliquer. Si là aussi, dans le même temps, vous leur expliquez, bah ouais, mais tu vois, les flux, tout ça. Donc, du coup, il y a une nouvelle mission que peut faire aussi l'expert comptable, qui est de garantir que ton FEC est bon, que ton machin est bon, parce que l'administration devient de plus en plus sérieux. Ça va prendre. Quoi. Par contre, il faut prendre le temps de construire ce storytelling. C'est pour ça que moi, je dis vraiment, objectivement, on a en effet l'été, l'automne, pour écrire des storytelling à nos clients, pour dire, voilà, quand on va faire nos offres en 2024 et qu'on va dire, voilà, avec la facture électronique, il y a pas mal de choses qui changent, il ne faut pas que dire la facture électronique, c'est de la PDP, du PPF et du machin. Il faut dire la facture électronique, c'est du flux, c'est de l'organisation, c'est du contrôle de plus en plus de l'État. Donc, tiens, il y a une truc que je ne mettais pas, parce que c'est sûr que si vous le proposez en 2024 et vous ne l'avez jamais proposé jusqu'à présent, il va peut-être faire les gros yeux. Donc, vous allez peut-être lui dire, bah ouais, je l'avais gardé un peu au chaud parce que avant, je faisais super bien mon job et il n'y avait aucun problème. La facture électronique est là. Tu vois, il me demande de vérifier si le flux, machin, truc. S'il y a un raté, on va se faire gauler. Donc, je te propose un ECF parce que du coup, on sera peut-être moins sur la liste. Enfin, bon, je suis un peu vendeur là, mais je veux dire, c'est un peu comme ça, je pense qu'il faut raconter les trucs. Et si vous ne le racontez pas comme ça, dans le cas contraire, hein, moi, je suis très franc avec vous, dans le cas contraire, le risque quand même, c'est qu'on se fasse dégager du sujet de la conformité. Donc, moi, je veux bien qu'on me raconte tout ce qu'on veut sur la profession d'expert comptable, qui est top en conseil, qui va faire plein de trucs. Mais je veux dire, je vois le chiffre d'affaires, moi, des cabinets depuis des années qu'on suit dans les classements profession comptable et tout. Je vois la nature des missions qu'on a dans les cabinets. Et beaucoup de cabinets sont en fait sur cette conformité, quoi, sur l'alias et sur les éléments fondamentaux de transmission des comptes. Si on se fait dégager parce qu'à un moment donné, on n'est plus crédible sur la conformité, on va avoir un problème. Et après, à l'inverse, si on se fait dégager parce qu'on se dit oui, mais en fait, je le faisais déjà, mais je l'ai mal expliqué, c'est qu'on sera fait quand même dégager. Quoi. Donc voilà un peu, si vous voulez, mon propos par rapport à ça. Mais il faut construire une histoire. Quoi. Parfait. De toute façon, je pense que si on t'a enregistré là, les 30 secondes que tu as fait, l'histoire, elle est racontée. On a le brief commercial. Storytelling, mais je veux dire, c'est vrai que je pense qu'il faut objectivement, faut se dire quand même que nos clients, ils vont être paumés. Quoi. Enfin, on est là pour se dire des choses. Puis, objectivement, les clients, la facture électronique, ça va être compliqué. Ils vont être paumés. Ils vont avoir des éditeurs qui vont leur dire prends ça. Ils vont avoir vous qui allez leur dire prends ça. Ils vont avoir la DGFiP qui va leur dire avec moi, ça va être simple, vous envoyez tout sur le PPF. À un moment donné, on va vraiment avoir un rôle d'explication. Ce qui veut dire quand même, et c'est un peu ma conclusion, que prenez le temps de construire vos histoires et d'en parler avec vos équipes, avec vos collaborateurs là dans les mois qui viennent, parce que je veux dire, après, ça va être une pression forte. Hein. Objectivement, c'est vrai qu'après, on sera à la fois dans la période fiscale et ça montera en charge. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane, pour ce panorama du sujet de l'examen de conformité fiscale. Ne partez pas tout de suite, j'ai encore juste deux choses très rapides à vous dire. Les questions, on les a prises au fur et à mesure. Sur deux sujets, deux rendez-vous à vous donner. Un premier, c'est les universités d'été, donc qui auront lieu le 5, 6 et 7 septembre. Donc, un encouragement à y être, évidemment, à s'inscrire. Et pour vous donner envie, il y a 3 séminaires là qui vous sont présentés en avant-première aujourd'hui, on peut presque le dire comme ça. Donc, un séminaire sur la facture électronique et les experts comptables, pour les experts comptables, un séminaire facture électronique pour les collaborateurs et un séminaire sur les missions full service. Donc, expert comptable collaborateur, donc vous pouvez venir nombreux. Et mission full service, c'est tout ce qu'on a essayé de développer au cours de cette saison. C'est toutes les missions qui tournent autour de l'arrivée de la facturation électronique.
Donc, je ne veux pas dévoiler, briser le suspense, mais je pense qu'il sera question de mandat de paiement, de recouvrement, etc., etc. Le bonus, c'est qu'il vous sera diffusé lors de ces universités d'été le livre blanc de la transformation. Donc, c'est un contenu qui reprendra l'essentiel de ce qu'on s'est dit tout au long de cette deuxième saison, avec des aspects toujours très pratiques, puisque c'était la signature de ces ateliers. Voilà pour la première communication. Et la seconde, c'est la saison 3, puisque là, c'était la deuxième saison des ateliers de la transformation, et on est heureux de vous annoncer qu'il y aura une saison 3. Et voilà, c'est comme sur Netflix, je fais un peu de teasing pour la troisième saison, qui sera centrée, encore une fois, sur la facturation électronique. On en a beaucoup parlé cette saison, effectivement. On a parlé de missions à mettre en place. Là, ce qui va se passer avec cette troisième saison, c'est qu'on aura le calendrier de la facture électronique qui va avancer en même temps. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner au fur et à mesure des étapes dans les questions que vous allez vous poser très concrètement. Donc, là, il y en a cité quelques-unes. Est-ce que je prends une PDP ou pas? Comment j'avance avec mes collaborateurs? Mais il faut faire un accompagnement quasiment en temps réel dans toutes les étapes de la facture électronique. Et le programme vous sera aussi communiqué lors des universités d'été. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, un encouragement renouvelé à venir aux universités d'été. Avant de conclure, j'en profite pour remercier beaucoup Stéphane pour tes interventions, ta clarté. Remercier les autres intervenants, je pense à Ludovic en particulier, et remercier toute l'organisation du conseil régional. Et bien sûr, merci à vous tous d'avoir assisté à ces ateliers de l'université d'été. Merci, au revoir.